quid du putaclic, tu vois. Ah, mais faut que tu sois putaclic. Mais il faut juste que le putaclic soit vrai. En fait, les gens vont pas acheter directement le produit, ils vont t'acheter toi pour une raison ou pour une autre. Et en fait, quand il s'agit de toi, il s'agit surtout de ce qui sort de ta bouche et comment t'amènes les choses. Ah, là, presque, t'as une demande de rançon, quoi. Presque. Ouais, non, mais on y est. Hein. On est clairement là-dessus. C'est ça l'histoire. On est clairement là-dessus. Et de là est née une réflexion qui consistait à dire que, en fait, les médias noirs n'attirent pas les marques. Ouais. En tout cas, les médias tenus par des noirs n'attirent pas les marques. Je pense que c'est vrai. Ouais, parce que je crois de toute ma vie que je parle avec des créateurs de contenu, on est d'accord, Kevin, il acquiesce. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de faire ça. Bah en fait, tu vois, c'est bien que maintenant que je sois le Renoir qui en parle pour les autres Renois créateurs de contenu. Monsieur Chris d'Iconic, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Je suis content de te recevoir sur notre podcast Kalimandjaro, en direct des LFL Studios. Yes, merci de me recevoir. Ben, je t'en prie, sois le bienvenu. Je suis content parce que nous, on parle business. Et on en parlait juste avant là en off. Tu disais que toi tu te concentres sur le marché quinri du rap parce que en termes de business c'est quand même ceux qui sont les plus avancés en termes de maturité. Et pour nous qui sommes ici en France, qui avons envie d'entreprendre et qui sommes de la diaspora, c'est ces gens-là qu'on a regardé en premier quand même, tu vois. Je t'entendais parler sur un autre média chez les frères de Nekao de rôle modèle et qui nous ont manqué. Et effectivement, c'est les Tupac, les Biggie, j'allais dire les Puff Daddy, mais non, finalement, on le next maintenant, tu vois. Bon, en tout cas, c'est ces gars-là qu'on a beaucoup écoutés. Et je pense que toi, tu as une véritable expertise sur ce sujet et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. C'est top. En tout cas, là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Et au-delà même de ça, sur ta compétence, toi, sur le marketing, c'est quand même ton sujet de prédilection. Et sur la création de contenu plus largement. Ouais. Donc, tous les entrepreneurs qui sont intéressés par ces sujets, bon, je vous invite à rester focus pour écouter tout ce qu'on va dire. La première question que je pose systématiquement à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. On a lancé ce podcast parce que certains nous disaient il y a un problème dans la communauté noire en France qui a pas suffisamment d'ambitieux et de grandes ambitions. Et ce qu'on cherche à essayer de déterminer avec nos invités, c'est d'abord quelles sont leurs ambitions, leurs big ambitions, et comment est-ce qu'ils font ensuite, comment est-ce qu'ils construisent leur parcours pour atteindre ces ambitions. Donc ma première question, c'est toi, quelle est ton ambition? Mon ambition avec Iconic, alors mon ambition, c'est tout est dans le slogan, pardon. C'est inspirer, divertir et éduquer. Si tu veux, lorsque j'ai commencé à faire les contenus, je voulais faire les contenus sur YouTube parce que ça faisait longtemps que je faisais des articles sur Internet. Mais les vidéos, en fait, ça arrive à peu près quand j'ai 26 ans et c'est à une période de ma vie où je m'intéresse énormément à l'entrepreneuriat et aussi que je me dis que c'est cool d'avoir des contenus divertissants. Mais c'est cool de mettre, comme les Américains disent, le medicine on the candy, c'est-à-dire injecter dans le contenu de l'éducation ou permettre aux gens de pouvoir s'éveiller. Alors, est-ce que je le fais tout le temps aujourd'hui au vu de l'actualité? Pas nécessairement, parce qu'il y a des contenus type Didi, etc. C'est de l'actualité, c'est ce que les gens veulent voir. Mais lorsque tu regardes l'essence même du contenu que j'ai créé dès le départ, c'était vraiment un contenu qui va avoir plusieurs composantes. Le storytelling, l'aspect business et l'analyse musicale culturelle qui va rentrer dans le divertissement. Donc avec le storytelling et avec l'analyse musicale, c'est le truc cool parce que c'est la culture, c'est ce qui nous intéresse, en particulier la communauté noire, parce qu'on est dans un podcast aussi où on parle à la communauté noire. Et c'est ça, et puis en réalité même, je dis pas comme ça, mais grande partie de mon audience, c'est des noirs. C'est la communauté, ah ouais? Ouais, beaucoup. Ok, non parce que... En tout cas, ceux qui viennent plus me voir dans la rue, me checker et qui ont ce courage, mais qui vont briser très vite cette barrière. C'est presque comme s'ils me connaissaient des fois. Ouais. Ça va surtout être des noirs. Ok. Donc tu vois, cette approche-là, elle va être comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le contenu du coup divertissement noir, afro-américain, l'idée c'est de pouvoir intéresser un maximum de gens et derrière y injecter des idées, tu vois. Lorsque tu fais une vidéo comme ça sur Didi, bam, d'un coup je fais une vidéo sur la SACEM.
où je t'explique un petit peu le fonctionnement de la SACEM pour les gens qui veulent se lancer, qui sont des writer, producer, tous les gens qui veulent, enfin, auteurs, compositeurs. Mon cerveau, il est toujours partout. Non, nous, ici, on n'est pas dans la défense de la langue française, donc sens-toi à l'aise. D'accord, ok. Sens-toi à l'aise de parler en anglais. J'aurais 2-3 abonnés qui vont venir me voir, qu'est-ce que tu fais encore? Non, nous, c'est pas notre problème du tout. Non, c'est cool. Mais dans l'idée où je vais quand même faire en sorte, dès que c'est possible, de pouvoir injecter ce truc-là, aider les gens à comprendre ce qui se fait dans l'industrie de la musique, mais même dans le marketing en général, comment les artistes se présentent, etc. Et pour te répondre un petit peu à ce que tu me demandais avant le podcast, j'ai pris le rap US vraiment parce que c'est tellement plus riche en histoire. Plus riche en information et aussi en termes de business. Ce qui me tenait à cœur, c'est que c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus avancé. Donc, c'était plus intéressant pour moi de disséquer des infos qu'on a, bien sûr, le business de Jay-Z, comment il s'y est pris en 96, les barrières qu'il s'est prises à cette époque-là, les obstacles, etc., qu'il a dû éviter jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment accès à cette information-là. Il suffit de diguer, d'avoir un peu de connaissances et de savoir faire un petit peu de storytelling et tu arrives avec un contenu qui est intéressant, qui permet à beaucoup de jeunes de pouvoir vraiment s'inspirer et se dire l'industrie de la musique c'est pertinent, mais en fait Jay-Z s'est servi de la musique en réalité pour faire la promotion de ses autres business, notamment Rocawear qui a rapporté beaucoup plus que la musique, tu vois. C'était important pour moi de commencer avec les US pour ça. Après, c'est vrai que je suis en train d'ouvrir de plus en plus sur la France. Là, je te vois sourire. Du coup, j'essaie de le faire, mais avec la France, je voulais le faire différemment. Comme je me disais que je pouvais avoir accès aux artistes ici. Pour moi, l'idée, c'est de pouvoir faire en quelque sorte un LSD avec eux. Le LSD, pour ceux qui savent pas, c'est le format type de ma chaîne. Mais dis ce que ça veut dire LSD, c'est lifestyle découvert, parce que les gens vont croire qu'on parle de drogue. Oui, exactement, c'est pour ça. On va démonétiser la chaîne à cause de toi. Mais dans l'idée, c'est ça, c'était de pouvoir avoir des artistes, et très souvent l'avantage quand tu parles de contenu US, c'est que tu vas avoir les artistes rap français qui regardent la chaîne, qui sont aussi des abonnés qui apprécient énormément et donc ils sont très contents d'être là. Et donc ils vont s'ouvrir d'une certaine manière parce qu'ils savent aussi que c'est pas quelque chose que tu fais souvent, donc tu vas avoir une espèce de relation privilégiée avec eux. Et donc du coup oui, effectivement là on est en train de relancer les interviews, et même les interviews qu'on fait, tu vois, c'est pas des interviews que j'ai pas envie que ce soit en fait uniquement promotionnel. Tu viens parler de ton album. L'enjeu, c'est effectivement de vendre ton album, in fine, mais l'idée, c'est que tu puisses t'asseoir avec moi et qu'on puisse échanger, que les gens puissent vraiment découvrir qui tu es, qu'est-ce qui te motive aussi, tu vois, un petit peu ce que vous faites ici finalement. Totalement. Et derrière, parler de ta musique et de là où tu as envie d'aller. Et c'est là où après les artistes peuvent se lâcher, donner des anecdotes, tu vois, se sentir à l'aise avec moi, parce qu'on n'est pas dans un format d'interview classique. Mais le français, c'est quelque chose qui va y avoir de plus en plus sur YouTube. Donc je vais encore plus aller sur ta chaîne. Donc tu as dit 3 mots, tu as dit inspirer, éduquer et divertir. Éduquer et divertir. Donc ça, je comprends, c'est un peu la mission que tu te donnes. Mais quand je parle d'ambition, je me dis, voilà, aujourd'hui, tu as créé une plateforme qui est quand même qui a une grosse audience. Ne serait-ce que sur YouTube, 500K, c'est quand même énorme. D'ailleurs, plus de 500, tu dois être 540, 500, quelque chose comme ça. Quelque chose dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même énorme en termes d'abonnés, des vidéos qui ont fait vraiment beaucoup de vues. Mais toi, où est-ce que tu te vois, toi, Chris? D'ailleurs, je te dis Chris d'Iconic, dans mon téléphone, c'est Chris d'Iconic, mais est-ce que tu seras toujours Chris d'Iconic dans 10 ans, dans 15 ans? Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que tu te vois? C'est une bonne question. À quoi quelles activités tu auras dans, vas-y, on aime bien, non, dans 15 ans, on sera en 2040. Voilà. 15 ans, ça me paraît loin, mais pas si loin que ça, finalement. Pas si loin que ça passe vite. Alors, j'aurai 40 ans en 2030. Alors, effectivement, est-ce que dans 10 ans, je serai Chris d'Iconic? Je pense pas. Je pense que ça correspond à une période de ma vie. L'idée pour moi, c'est vraiment de bâtir une media company où vraiment c'est solide, c'est-à-dire à la fois développer la partie média, YouTube, réseau, etc., ce qu'on est en train de faire. Même si je suis très connecté à la scène US, française, etc., je sais qu'à un moment donné, je vais vraiment être déconnecté. Et je le sens déjà qu'avec le temps, ça commence à être de plus en plus difficile. D'accord. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 26. Enfin, j'ai même commencé à 20 ans, ouais, mais disons, dans la forme que vous connaissez à 26 ans. Il y a eu un switch à 26 ans. Voilà, exactement. Et donc,
je comprenais très facilement la nouvelle scène quand j'avais 20 ans, parce que j'étais en plein dedans. À 25 ans, il fallait quand même s'y intéresser. Parce que bon, t'es déconnecté, tu travailles, mais il faut quand même s'y intéresser. Mais j'arrivais à comprendre. Quand tu arrives à 33 ans, effectivement, tu dois te mettre dedans, mais tu vas pas tout comprendre et tu comprendras de moins en moins avec le temps. Parce que bon, le rap, c'est une musique de jeunes. Donc, dans l'idée, dans 10 ans, pour moi, effectivement, c'est de bâtir quelque chose de solide dans la partie musique, mais après, c'est de passer la torche. D'accord. Parce qu'il y a énormément de talents aussi qui ont envie de produire des choses sur le contenu US, le contenu français, le business, etc. Je pense que ce que je fais sur YouTube, à un moment donné, ça va être éclaté entre, tu vois, il y aura des contenus typiquement business, typiquement musique, US, française, etc. Et je serai plus nécessairement la personne qui sera là tout le temps. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, effectivement, c'est de continuer à faire du contenu. Ça va être fort. Le podcast, c'est quelque chose qu'il y aura tout le temps, je pense. Et en termes de sujets, je vais m'ouvrir de plus en plus. Et je pense que dans 10 ans, ce sera pas que des rappeurs. Déjà là, ça ne va pas être que des rappeurs. Parce qu'il y aura des gens dans le business qui vont venir et qui, ça se trouve, tu viendras. Je commence à te noter. Que, tu vois, tu passeras. Avec plaisir. Pour échanger sur la chaîne et aussi parler du podcast que tu as ici. Mais dans l'idée, ce sera de parler un peu plus parler plus de sujets. Moi-même développer cet aspect média-là, musique et compagnie. Enfin, ce qu'on fait. À côté, on est en train de développer une division plus axée mentoring, consulting, formation pour les artistes et pour les créateurs de contenu. D'accord. Donc ça, cette partie-là, elle aura continué à grandir. Les talents qu'on va réussir à développer, si on y arrive, parce qu'on est au début, mais c'est dans l'idée, c'est qu'on va y arriver. C'est de pouvoir aussi ensuite les gérer dans le management. Développer des talents, Développer des talents artistiques, donc musicalement parlant, étant donné qu'on a pas mal de connaissances dans ce domaine et qu'on va avoir de plus en plus de ressources en interne. L'idée, c'est de pouvoir gérer de ces artistes à un moment donné, tu vois. Production ou management? Alors, c'est une bonne question. Justement, on ne sait pas encore parce qu'on n'y est pas. Mais dans l'idée, ce serait de faire de la production, c'est ce que je préférais. D'accord. Ça rapporte un peu. Mais après, pour ce qui est des talents, tu vois, un créateur de contenu, du management, ça peut correspondre. Donc peut-être qu'on aura les deux. Enfin, on verra comment on s'y prend. Mais dans l'idée, déjà, c'est de développer ça. Mais dans 10 ans, ce serait de pouvoir gérer des talents et proposer aussi une partie un peu plus, on va dire, série scriptée, etc. Tu vois. Donc moi, l'idée, si tu veux, à force d'avoir développé un format sur ma chaîne qui s'appelle Affiliated, qui est le format, on va dire, plus divertissement de ma chaîne. C'est un format que j'ai développé avec mon audience. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y avait une forte appétence pour les contenus liés aux gangs, aux crimes, etc. Ah, ok. C'est vraiment les contenus de cheat code. Tu vois, quand je sais que... Voilà. Mais c'est normal, tu vois, t'es fasciné. Et même quand tu regardes les contenus qui marchent le mieux sur les plateformes aux US, j'ai plus le nom en tête, mais c'est les formats liés au crime. Ouais. C'est-à-dire que les gens aiment beaucoup ça. Il y avait un podcast où ils reprenaient tous les gangsters américains du rap, tu vois, le vrai 50 Cent, le vrai Rick Ross. Et franchement, le podcast, c'était Undersiders. Et c'est la structure qui fait Featuring Talk. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est lourd. Franchement, c'était lourd. Bah ouais, vraiment, carrément. T'étais pris dans le truc et tout. C'est incroyable. Non, mais carrément. Et comme j'avais constaté à l'époque que j'avais mon audience qui me poussait vers là, et moi, tu vois, j'avais encore mon mantra de base, éduquer, inspirer, divertir. Mais je vais pas parler de gang et tout. Tu vois. Mais avec le temps, je me suis dit, écoute, il faut de l'argent. Alors déjà, il faut de l'audience et de l'argent parce que et t'as totalement raison. C'est-à-dire que l'audience, à un moment donné, t'as besoin de garder leur attention. Exactement. Mais en plus de ça, je m'étais dit, ok, si j'aborde ce sujet-là, il faut que ça ait un lien avec la musique. Je vais pas juste parler de, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à développer Affiliated, donc affilié, tu vois, artistes affiliés au monde des gangs, etc., pour les aider à mieux comprendre la musique qu'ils écoutent aussi. Et j'ai commencé à adorer ça, en fait. Et donc, du coup, à force de faire ce format-là, moi-même, j'ai amélioré mes compétences dans le storytelling. C'est-à-dire que je faisais déjà du storytelling sur tous mes autres formats, mais si tu veux, sur les formats Lifestyle Decoder, c'est un format où les gens veulent aussi de l'analyse et donc du coup je vais donner mon avis, je sors un peu de mon script et tu vois, je parle. Tandis que sur les formats affiliated, c'est vraiment, je les amène vers, tu vois, je raconte une histoire, je me dis, ah mais non, je vais pas le dire là, je vais pas dire cette information maintenant, je vais amener l'information à ce moment précis parce que ce sera pertinent, parce que je vais faire un flashback et je vois que l'audience est très réceptive à ça. Et en fait, j'ai vraiment découvert que j'aimais ça, tu vois. Bon, là, je suis obligé d'aborder ce sujet. Parce que
J'avais pas pensé à parler de ça. Je savais pas que c'était un de tes domaines et c'est pas apparu dans mon feed, en tout cas, tous les sujets liés au storytelling. Ouais. Mais il y a un vrai sujet. Là, en ce moment, c'est ce week-end, j'ai acheté le Harvard Business Review. Je sais pas si tu lis un peu. Bon, en tout cas, ouais. Et le sujet de cette édition-là, c'est justement le storytelling. Et comment le storytelling peut permettre d'embarquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les investisseurs, tes équipes, tout ton écosystème qui est autour de ta boîte, tu vois. Et il y a même un gros article, je crois qu'il fait au moins une dizaine de pages, où ils expliquent les clés du storytelling. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je suis très actif sur LinkedIn. Je sais pas si toi, je te vois pas beaucoup là-bas. Hein. J'y étais à l'époque où j'étais encore à Londres. Avant de lancer la vidéo. Mais ça fait longtemps. J'ai beaucoup d'amis qui me disent d'y retourner. Je vais y retourner. Mais c'est juste que c'est un réseau social que je trouve un peu. C'est autre chose. Un peu space. C'est autre chose. Franchement, c'est spécial. Mais bon, tu transformes bien. Ouais, moi je pense. Voilà. Mais après, peut-être que sur les sujets culture et tout. Bon, Instagram et YouTube sont... Je t'assure que t'as raison. Je devrais être sur LinkedIn. Un petit peu. Je vais y retourner. Mais en tout cas, c'est la plateforme du storytelling. Écrit. Tu vois. Et toi, je sais que t'as beaucoup écrit avant de passer au contenu vidéo. Donc, c'est une compétence qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Aussi bien en tant que dirigeant qu'en tant que communicant sur une plateforme comme LinkedIn. Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience-là en storytelling, justement, que tu peux partager avec nos auditeurs? En fait, le storytelling, même avant de faire les vidéos sur YouTube, ça a toujours été quelque chose dont je me suis servi pour les entretiens, pour les entretiens et pour même quand j'avais ce métier de commercial en fait, parce que j'étais bizdev en fait, juste avant. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que la manière de dire les choses et la manière de raconter les choses va avoir un impact sur la vente finale. C'est-à-dire que c'est à cette période-là, bon, je disais un petit peu beaucoup, enfin tous les contenus un peu développement personnel, marketing, enfin tous les trucs connus, ces trucs que je me mangeais surtout. Mais ça confirmait un petit peu ce que je pensais, c'est que en fait les gens vont pas acheter directement le produit, ils vont t'acheter toi pour une raison ou pour une autre. Et en fait, quand il s'agit de toi, il s'agit surtout de ce qui sort de ta bouche et comment t'amènes les choses. Et en fait, lorsque les gens ont confiance en toi, via l'histoire que tu vas raconter, tu vas pouvoir ensuite réaliser la vente. Et surtout, l'histoire, ça te permet de créer des émotions et créer une espèce d'attache avec les gens. Bien sûr. Et c'est pour ça que, pour revenir à la création de contenu, c'est pour ça que les créateurs de contenu qui révèlent le plus leur vie sont ceux qui vont avoir un cult following le plus solide. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais te donner mon exemple, les gens m'ont connu par rapport à un format. Ouais. Et moi, donc, je suis un format oriented content creator, on va dire ça. Mais tu as des créateurs de contenu qui sont connus par rapport à leur histoire. Balou. Ouais. C'est-à-dire que Balou, en fait, sa force, c'est que les gens sont d'abord attachés à son histoire, à qui il est. Il raconte énormément, il fait énormément de... Il raconte son histoire. Ouais, en 2007, j'ai dû aller aux US, j'ai travaillé pour MySpace, j'étais à Compton, etc. Et en fait, il raconte énormément son histoire. Mais en faisant ça, en fait, les gens vont s'attacher à qui il est, lui. Et donc, peu importe après ce qu'il va faire, les gens vont s'attacher au projet qu'il va lancer. Que les projets marchent ou pas, peu importe. Les gens vont s'attacher au personnage. Je suis resté sur la France, mais aux US, une Kim Kardashian, c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire. C'est-à-dire que les gens sont attachés à son histoire, tu vois, avec sa télé-réalité, etc. Et je dirais que pour revenir à moi, l'idée du storytelling, et pour revenir à ce qu'on se disait, le storytelling, c'est puissant lorsque tu es en mesure de raconter une histoire, mais aussi lorsque tu es en mesure de raconter ton histoire à des gens. Et je pense que dans le cadre d'investisseurs, j'ai pas souvent été dans ce cas de figure-là, et le peu de fois où j'ai été dans ce cas de figure, j'ai pas eu besoin de le faire comme ça. Mais je pense que l'idée de raconter son histoire, qui on est, d'où on vient, ça permet justement de comprendre tout ce que tu me disais plus tôt, c'est-à-dire la motivation d'où la personne vient et surtout où est-ce qu'elle va. Et je pense que c'est quelque chose que tous les entrepreneurs devraient maîtriser à un certain niveau. Alors moi, je vais raconter des histoires fictives aussi, donc c'est autre chose, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Ça, c'est le pourquoi.
ce que je comprends, hein, pourquoi est-ce qu'il faut faire du storytelling. Maintenant, c'est le comment. Tu vois, même si l'idée, c'est pas que tu nous dises tout, mais est-ce que tu as quelques clés comme ça de schéma? Par exemple, je sais que pour moi, chaque histoire a un schéma, tu vois. La princesse de Disney, tu sais, qui vit dans un monde tout est beau. Elle a une galère, et là, tout le monde se dit, ah, qu'est-ce qui va lui arriver? Et ensuite, finalement, elle s'en sort, et il vit longtemps. Tu vois? Ouais, il m'arrive d'utiliser ce schéma-là, mais je le fais plus. En fait, avant, d'ailleurs, il y a un format où c'est très intéressant que tu reprennes ce format très scolaire. Je l'utilisais, je l'avais utilisé sur un format qui avait extrêmement bien marché. C'était le format de 6ix9ine. Ok. Il y a quelques années. Pardon? La poucave, exactement. Je veux dire la balance, parce que sinon ma petite sœur, elle va encore me dire, Tanguy, tu parles comme une racaille dans tes vidéos. Donc, la balance. Mais tu vois, genre, typiquement 6ix9ine, quand j'avais fait cette vidéo-là, l'idée, c'était vraiment situation initiale, moment j'ai oublié les termes, mais en fait, j'utilisais ça parce que c'était rigolo pour le transformer en super méchant, quoi. Tu vois. Et mais en fait, dans l'idée, moi, quand je raconte une histoire, il y a un truc que les gens aiment beaucoup, c'est les détails. D'accord. Chose que, en fait, les gens vont omettre lorsqu'ils font pas de script. C'est-à-dire que moi, je sais, je peux très bien faire une vidéo face caméra et raconter, je sais pas moi, l'histoire, par exemple, récemment, du beef entre Drake et Kendrick Lamar. Je peux raconter l'histoire comme ça, je prends ma caméra, boum, et je raconte l'histoire. Alors, ils se sont rencontrés en 2011. Mais en fait, l'idée pour moi, c'est que il faut donner un maximum de détails parce que tu es en vidéo. Parce que les gens, en fait, il faut leur faciliter l'accès au contenu. C'est-à-dire, il faut que tu dises qu'en face de toi, tu as des gens ultra, comment on appelle ça, ultra paresseux. Donc il faut raconter tous les détails parce qu'en fait la personne va avoir tous les détails. Donc moi c'est comme ça que je prends les choses et je prends vraiment le problème à la racine. C'est-à-dire je vais commencer par d'où est-ce qu'il vient, parce que d'où est-ce qu'il vient et sa situation familiale, c'est quelque chose qui va te permettre de t'attacher à lui d'une manière ou d'une autre parce que tu as peut-être une histoire qui est similaire à la sienne. Il va y avoir cet aspect-là. Donc, et le moment déclencheur de qu'est-ce qui l'a passionné, est-ce qu'il a souffert à un moment donné? Les gens vont s'attacher à ça. Donc, créer de l'émotion à ce moment-là. Ensuite, la passion de l'artiste. D'où vient sa passion? Comment il commence? Les galères qu'il a connues. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Très souvent, les artistes américains, on est dans une société de l'extrême, donc ils vont sortir de chez eux, ils vont aller vivre à LA, quitte à être SDF. Donc, je vais raconter ces détails-là. Est-ce que j'ai des détails sur ce moment-là? Tu vois, le gars, il a galéré. Toi, tu vas chercher ces détails-là. Je vais chercher ces détails-là. Donc, ça demande du temps, tu vois. Donc, pour faire du storytelling, il faut beaucoup de recherche, enfin, sourcing, etc. Et donner un maximum de détails liés à l'émotion. D'accord. Donc, si les gens retiennent des émotions liées à un artiste qu'ils ont connu, qui aujourd'hui est au top, et que cet artiste-là a peut-être connu un moment où il se sentait dépressif ou quoi, ça va permettre à la personne qui regarde le contenu de se dire hey, mais cet artiste-là que j'aime tant ou cet entrepreneur-là que j'apprécie tant a vécu exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment, tu vois. Et tu racontes ça, et ensuite, lorsque tu arrives au moment du break, ce que j'appelle le moment de break dans mon script, ça va être le moment où l'artiste va faire le move qui souvent est business. Tu vois, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, eux, sur le moment, mais nous, on est là pour raconter l'histoire, donc on analyse avec le recul. Ça va être, par exemple, de se dire, OK, je vais faire un clip et je vais me tatouer tout le visage. Je dis n'importe quoi. Et le fait de faire ça, personne n'a fait ça. Waouh, les gens ont regardé. Donc, à moi, maintenant, d'analyser ce moment précis, parce que ce moment précis va servir à quelqu'un quelque part, je sais pas. Tu vois. Et une fois que j'ai fait ça, c'est ensuite donner la preuve de ce break. Parce que les gens, OK, tu leur dis ça, mais en termes de chiffres, comment ça se matérialise, en fait, tu vois? Est-ce qu'il a eu beaucoup de vues sur YouTube? Est-ce qu'il a eu beaucoup de vues sur SoundCloud? Pourquoi SoundCloud? Etc. Une fois que tu fais ça, tu arrives ensuite au premier succès. Il est contacté par les maisons de disques. OK. Quelle maison de disques le signe? OK. Pourquoi c'est un avantage pour lui? Donc, en fait, c'est raconter à chaque fois tous les détails comme ça pour permettre à la personne d'avoir vraiment tous les éléments nécessaires. T'es en face d'un paresseux qui va pas faire de recherche de toute façon, même si c'est pas forcément le cas, mais faut voir les choses de cette manière-là. En tout cas, la masse. Voilà, c'est ça. Sur 300, 500 000 personnes, tu sais pas. Enfin, la plupart des gens. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire ça. Et donc, je pense que c'est la partie émotionnelle, tu vois, qu'il faut mettre en avant. Le côté aussi très chronologique, j'aime beaucoup. Quoique des fois, je joue là-dessus. Je vais commencer un truc qui va se passer je vais des fois commencer par la galère qu'il a eue et je vais dire mais attends, mais comment il en est arrivé là? Et là, je vais faire un effet de rembobinage de cassette VHS. D'accord. Et on va aller à la base, tu vois. Ah, même dans la vidéo, tu fais ouais, je m'éclate. On est dans le divertissement, tu vois. J'avais fait ça, je crois que c'était pour
de tête comme ça une vidéo que j'avais faite pour King Von. Okay. King Von, je t'invite à aller voir le. Ouais, t'es trop vieux. Je t'embête. Pour de vrai? Ah ouais? King Von. Ça me dit rien du tout. Même le nom me dit rien du tout. King Von, c'est un artiste de Chicago qui est mort et qui était connu comme étant. Il a cette réputation d'être un serial killer. Il a tué plein de gens. Un rappeur? Ouais, c'était un rappeur qui était proche de Chief Keef. C'est la scène de Chirac, tout ça. C'est un artiste qui est connu comme ça, qui était aussi le bras droit de Lil Durk. Donc c'est vraiment ce milieu-là. Et ce gars qui était le gars de la sécure entre guillemets est devenu rappeur. Et donc du coup il y avait beaucoup d'attentes autour de cet artiste, qui il est, etc. Et j'avais fait une vidéo sur lui. Et donc je suis revenu sur les origines, d'où il vient, au bloc. Au bloc, qu'est-ce que c'était au bloc en fait? Parce que les gens connaissent au bloc aujourd'hui, mais à la base au bloc c'était un quartier qui était construit pour les classes moyennes afro-américaines dans les années 70. Comment ça s'est dégradé? D'accord. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui fait que le storytelling devient intéressant, quoi. D'accord. Non, mais intéressant. Et donc, toi, tu dois prendre énormément de temps pour créer une vidéo. Ouais. Une vidéo de 30 minutes, c'est combien de temps de travail? C'est une semaine, je dirais. Une semaine? Ouais, sachant que t'as des impératifs de gérant, donc tu vas gérer le commercial. Ouais, bien sûr. T'as une équipe, mon Dieu merci, je suis pas seul. Mais disons, voilà, mais pour l'écriture d'une vidéo, je dirais, ouais, tu vois, par exemple, là, je suis en train d'écrire en ce moment toutes les actualités là de Didi, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, des grosses séries sur ce qui s'est passé récemment. Je fais 2 gros épisodes là-dessus, et avec le clash Drake, Kendrick Lamar, les gens disaient le clash est là pour faire diversion sur la situation de Didi, et en plus de ça il y a eu ce qui s'est passé avec Cassie. Et en fait je suis en train de faire une vidéo sur le sujet, mais disons que j'ai tellement d'infos là-dessus et je sais déjà exactement où aller. En termes d'écriture, je sais que idéalement ce soir ou demain j'aurai terminé la vidéo. D'accord. Mais donc du coup en termes d'écriture ce sera 3 jours à peu près, ou 2 jours. Mais en général, ouais, en ce moment, sur une vidéo de 30 minutes, on est sur à peu près, on est sur je dirais grossièrement une semaine entre moi et le montage. Ouais. C'est long. C'est long, mais bon, c'est des vidéos qui marquent les gens. C'est ça, en fait. Il y a un résultat, mais ça montre, en fait, que il n'y a pas de résultat sans travail. Parce que les gens croient que les créateurs de contenu, ils se lèvent comme ça, et comme ils regardent tout le temps des vidéos, ils prennent le micro et ils commencent à parler, tu vois. Alors que finalement, on voit bien que, surtout quand t'es seul face caméra. Parce que moi, ce qui est facile pour moi, c'est que je t'écoute, j'ai regardé plusieurs vidéos de toi, je connais déjà ton travail. Donc, ça suscite chez moi des interrogations et que je vais te poser. Donc, le temps de, peut-être, moi, il va me faire peut-être une journée ou une demi-journée de préparation. Mais alors que quand t'es tout seul, face caméra pendant 30 minutes, une semaine de travail, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, j'essaie de faire des fois moins, mais j'ai fait grossièrement 30 minutes, une semaine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et le plus dur, c'est de parler à personne, même aujourd'hui. Finalement, t'es en face caméra, tu sais que... Exactement. T'as pas de feedback, t'as rien. Pas de feedback. L'exercice du podcast, je trouve ça passionnant, moi. Genre, quand j'ai Kalash en face de moi, tu vois, je suis en train de lui poser des questions, je l'emmène dans des trucs. Et qu'au final, je me rends compte que j'arrête de parler. Enfin, à chaque fois que j'essaie de commencer une phrase, il est tellement dans la discussion qu'il m'embraye le pas et qu'il se met à parler. Je me dis, il est en train de faire le contenu pour moi, tu vois. C'est easy. C'est clairement ça, tu vois. Ou même l'interview avec le DG de Spotify France. Ok. Ça, j'ai pas écouté. Ça rentre dans vraiment les contenus business qui font pas beaucoup de vues. Je sais que ça va faire... Pour nous, c'est pas énorme, mais 25 000 vues. Je sais que les 25, là, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par le business de Spotify et comment ça fonctionne quand t'es un artiste. Voilà. Mais, je veux dire, dans cette interview-là, c'est easy, quoi, pour moi. C'est-à-dire que je vais faire mes recherches, je sais que je vais devoir couvrir plusieurs sujets. Le sujet du stream, enfin, de la rémunération des artistes, le sujet des îles et de l'Afrique, comment ça se développe là-bas. Tu vois, ces sujets-là. Et j'ai juste à lui poser les questions et il déroule, tu vois. Il déroule. Surtout quand t'es avec un expert qui connaît bien son sujet, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Après, c'est pas simple, de faire ce qu'on fait. Non. Enfin, le podcast. Pas que c'est simple, mais en tout cas, ça demande moins de préparation. Le travail après d'être réactif sur place, et, avoir les bonnes questions, avoir cette petite un peu agilité intellectuelle pour créer une connexion avec la personne et que la personne aussi elle se sente valorisée d'avoir pu exprimer tout ce qu'elle avait exprimé. Ça, c'est pas facile, c'est clair. Mais en termes de préparation en amont, il y a moins de préparation. Ouais, c'est sûr. Sauf, non, je pense que mes meilleures interviews, c'est celles que j'ai le plus préparées, c'est vrai. Non, c'est vrai quand même. Parce que, en vrai, c'est ça, parce que tu vas piquer exactement là où il faut piquer, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, ouais.
Et d'un point de vue business, alors, je sais que toi, tu disais que tu as toujours voulu être entrepreneur. Pourquoi? Est-ce que tu saurais l'expliquer maintenant avec le recul? Bah écoute, ça, c'est une bonne question. Je pense que quand t'es petit, tu comprends très vite que le businessman, tu vois, quand t'as 10, 11 ans, que c'est le businessman est respecté, il a beaucoup d'argent. Ok. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ensuite, je pense ensuite il y a tout l'aspect des modèles et ça j'en ai déjà parlé, mais avec grand plaisir d'en parler ici. Si tu veux, c'est au début tu commences, t'as les sportifs et les rappeurs. Ouais. Et moi très vite, tu vois, tu veux m'attaquer là-dessus, mais moi en fait les rappeurs français m'ont jamais inspiré. Exactement, c'est ce que j'ai entendu et c'est pour ça que je suis désolé, hein, ils m'ont jamais inspiré. Non, mais t'as le droit. Et Dieu sait que j'adore. Il y a beaucoup de rappeurs français que j'aime vraiment beaucoup, mais je me suis jamais dit putain j'ai envie d'être comme lui. C'est la vérité. Mais derrière, par contre, les Quinry avaient quelque chose visuellement qui me donnait envie. Je pense que si j'étais aux US, je me serais lancé dans le rap à un moment donné. Est-ce que je serais resté dedans? Peut-être pas. Mais je me serais lancé dans le rap parce que ça m'attirait visuellement. Tu vois. Ouais. Par contre, ce qui m'avait vraiment inspiré, et là je vais le dire pour la France, c'était à l'époque Mohamed Dia. Ouais. Tu vois, Mohamed Dia m'avait inspiré à l'époque. Quand j'étais petit, je regardais ça. Je me rappelle d'un reportage. T'étais tout petit en plus, hein. Ouais. Tu dois avoir une dizaine d'années, quoi. Ouais, j'avais 11 ans par là, tu vois. Mais j'étais le petit un peu éveillé qui regarde des trucs. Et je me rappelle avoir vu son documentaire sur Capital. Ouais. Et il parlait de, tu vois, il nous ressemble. Ouais, totalement. Et je le voyais faire ce qu'il faisait, c'était les sapes. Moi, j'aimais les vêtements, j'aimais porter des baguilles et tout ça. Et je me disais, putain, ça c'est ouf en fait. Et je sais pas si on lui remet assez ses fleurs. Après, c'est le problème de la France. Tu vois. Ouais, et puis après, le problème, bon, maintenant, avec le recul, on sait que c'est pas quelqu'un de très recommandable, tu vois. Très bien. Moi, avec le recul, on sait maintenant. On a grandi. Ok, très bien. Avec les gars de Sarcelles, ils disent, oh non, vas-y. Ok. Tu vois, moi, je suis un peu à l'extérieur, tu vois, donc je sais pas. Mais bon, c'est pour ça. Mais après, moi, je crois que d'ailleurs, je l'ai contacté à plusieurs reprises, hein, depuis qu'on a lancé Black Network, pour le recevoir. Parce qu'effectivement, pour les gens de notre génération, entrepreneurs, c'était eux les premiers. C'est ça. Et après, alors, tu vois, pour quand même équilibrer les choses, à l'époque, les entrepreneurs en France dans la musique m'inspiraient pas beaucoup. Mais avec le recul, lorsque tu t'intéresses un petit peu à ce qui se faisait dans les années 90, par exemple, tu vois, je suis vraiment désolé, j'ai un trou de mémoire, mais par exemple, le fondateur de Isaac Dara, Kenzie, bien sûr, Jérôme et Bella, tu vois, bien sûr. Mais tu vois un peu ce qu'il a fait avec l'époque, mais il faut que tu grandisses parce que ce genre de tu vois, de personnalité-là, finalement, ne va pas être mise en avant parce qu'il n'y avait pas les structures, les plateformes ou quoi. Et même quand il y avait des plateformes, tu vois, les médias rap, enfin, les magazines, bon, je pense qu'il y a eu des interviews, mais tu vas surtout mettre les talents en avant, donc. Mais tu vois, c'était couillu, tu vois, à l'époque. Ouais. C'était dingue, tu vois. C'était couillu et, alors, comme nous, on est plus âgés, nous, si tu veux, beaucoup de gens de ma génération des années 80, qui sont aujourd'hui entrepreneurs, quand tu leur demandes qui t'a inspiré, ils vont citer eux. Ah. Jay-Z. Kenzie. Véritablement, tu vois. Ouais. Parce que, bah, je te dis, regarde, ils ont pété en 96, 97, 98, 2000. Ouais. Nous, moi, j'avais, en 96, j'avais 13 ans, tu vois. 13, 14, 15 ans, 16 ans. Ouais. Et tu regardes ça, tu te dis, ah, ok, t'as des noirs. Ils sont tous là, Doc Gynéco, Stomy, Passy, c'est eux qui ont pris qui vendaient le plus à cette époque-là, un peu comme la section d'assaut pour les gens qui sont arrivés plus tard, tu vois. Et derrière, on savait le noir à lunettes, tu vois, Kenzie, et on les voyait de temps en temps dans les émissions spé, tu vois, pour les gars qui creusaient un peu. Un petit peu. Ouais. Et forcément, c'est des gens qui nous ont inspirés de nous dire, bah tu peux être noir, faire de l'argent et être un entrepreneur successful en France, c'est possible, tu vois, véritablement. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et moi, c'est avec le recul, tu vois, que je vois les choses et je me dis tiens, mais c'est dommage qu'il a pas été plus mis en avant, tu vois. Totalement. Mais c'est une légende, hein. Franchement, aujourd'hui, si tu le vois arriver dans une réunion d'entrepreneurs, tout le monde va, tu vois, ils vont tous se mettre en mode, tu vois, grand respect. C'est tant mieux, tu vois, et c'est ce qu'il faut, tu vois. Moi, j'aime bien ce truc-là. Moi, j'aime bien l'idée de remettre les fleurs aux gens qui ont pavé la route, entre guillemets, tu vois. Donc, je trouve ça super important. Mais pour revenir à ce que je te disais, ouais, en France,
ce qui m'a donné, enfin, à l'époque, ce qui m'a vraiment donné envie d'être entrepreneur, je pense que c'est peut-être Jay-Z avec Rockefeller, vraiment. Tu vois. Ok. Vraiment, D'accord. l'idée de Dame Dash qui se met là. Bon, aujourd'hui, Dame Dash, il est un peu particulier, mais il reste intéressant. Mais l'idée d'avoir la grosse structure avec les vêtements, la musique et tout, enfin, tu vois, t'es un petit, tu regardes des entertainers et finalement, c'est les entertainers qui vont t'inspirer d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, ça a été eux qui m'ont inspiré à l'époque. Ouais. Nous, on peut, en tout cas, qui te donne la volonté de devenir entrepreneur. Ouais. Et tu commences à te lancer sur YouTube, t'as dit en 2017, c'est ça? Fin 2016-2017. 2016-2017. À ce moment-là, quand tu te lances, est-ce que tu te dis que tu vas créer une grosse chaîne ou tu le fais plutôt par passion ou voilà, quel était ton mindset? C'était tout de suite. Ouais. Si tu veux, en fait, je mets un peu de temps à faire les choses, enfin à faire grandir la machine parce que le business d'un média c'est très complexe. Ouais. Surtout que je veux le faire d'une certaine manière, mais dès que je commence, en fait, je suis dans un mindset assez particulier, c'est que j'avais cette plateforme, en fait. Iconics existe depuis plus longtemps que ça. C'était un site, je faisais des articles, on rencontrait les artistes, on faisait pas mal de choses. C'est ça. On a fait pas mal d'interviews déjà dans le passé, et les gens ne savent pas, mais on a fait, tu vois, Hamza à l'époque, de Zombie Life, on a fait des Luigi, on faisait tous les artistes. En tout cas, tous ceux qu'on pouvait, Caris, etc. Et en fait, j'avais compris qu'il fallait que je bascule en vidéo. Et en fait, j'étais dans une période où j'étais en Angleterre et j'étais en VIE, c'est Volontariat International. Et donc, du coup, je faisais ça. C'était cool, mais j'en avais vraiment marre de là où j'étais. Tu vois, et tu faisais quoi là-bas? J'étais bizdev. Ah, c'est là où tu étais bizdev. Ouais, j'étais bizdev. Avant ça, je faisais un peu de bizdev aussi dans la boîte quand j'étais en France, mais là-bas, c'était du vrai bizdev. L'expérience de bizdev, d'aller, tu vois, dans les... Ça, c'est votre domaine, vraiment. C'est aller dans les meet-up, donner des cartes, pitcher. Enfin, voilà, moi, j'arrivais avec des cartes comme ça et j'allais comme ça, tu vois. En plus, toi, tu dois connaître Londres. Non, justement, pas Londres. Ah bon? Non, pas du tout. Moi, je connais que l'Afrique. Singapour, Même pas, non, moi, je connais que l'Afrique. Quelle Afrique, ok. Mais l'Afrique anglophone, peut-être que c'est comme ça. Pas encore. Mais pour ce qui est de l'Angleterre, en fait, t'allais dans des lieux, t'avais des cartes, tu parles à tout le monde, vous connaissez pas, tu donnes des cartes, il y a rien qui se passe, il y a même pas de présentation, tu vois. Et les gens sont juste là pour faire des présentations. Ouais. Moi je me rappelle. Tu vois, nous on organise beaucoup de networking. À chaque fois, je me dis non, il faut toujours qu'on ait quelque chose. Tu vois. Mais c'est bien. Moi je trouve que c'est mieux même. Ok. Mais moi j'ai fait des meet-up où il y avait un événement, enfin il y avait un sujet. À l'époque, je me rappelle, c'était la blockchain là-bas. C'était vraiment le sujet en 2017 qui était big là-bas. Et je sais même pas ce que c'était à l'époque, mais j'y allais quand même, tu vois. Après, j'ai découvert tout ce monde de la crypto. Mais t'avais beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, je donnais mes cartes, etc. Donc, ce côté un peu bizdev, j'aimais ça. Mais c'était la structure que j'aimais pas. Ouais, tu faisais ça pour quelle boîte? Pour une boîte qui avait développé une startup dans l'analyse d'applications mobiles. En fait, c'était une boîte d'applications mobiles qui crée des applications mobiles. Et en parallèle, ils créaient ils avaient créé une start-up et la start-up était là pour analyser des applications mobiles. D'accord. Les analyser, voir ce qui marche pas, etc. Et voilà. Et en fait, moi, j'étais là pour lancer la start-up. Donc, c'était très couillu de la part du gars. Ça aurait pu être une bonne idée, mais ça n'en était pas vraiment une. D'accord. Donc, du coup, ça a un peu foiré là-bas. Mais du coup, j'avais fait ce truc-là. Et du coup, j'étais dans un état d'esprit où je consommais beaucoup de contenu entrepreneur. Ok. Tu vois, le mindset, il était particulier. Et des contenus entrepreneurs français? Non. Ou bien, voilà, le fait que tu sois à Londres, est-ce que ça t'a donné une petite énergie aussi du noir entrepreneur, du hustler? Qu'est-ce que t'as vu là-bas? J'avais déjà ce truc-là en France que j'avais pris parce que j'avais vraiment faim à cette époque-là de ce type de contenu. Ok. Mais vraiment, j'étais déjà là-dedans. Donc, dès que j'arrive à Londres, j'ai un plan et tout. Je me dis, ouais, là-bas, c'est la terre, hein. Donc, je voulais vraiment faire des choses sur place. Et quand j'étais dans cet environnement-là, ça m'a aidé. Ça a continué à développer quelque chose, mais aussi, chose que je dis pas assez souvent, c'est que j'étais seul. C'est-à-dire que j'étais loin de tous mes proches. Donc, quand tu es seul dans cette chambre en VIE, tu te matrixes beaucoup. C'est-à-dire que tu vas vivre des moments difficiles dans ta prospection. Tu vas des fois vivre des moments difficiles même moralement. Et j'étais en train de me dire, mais ce que je vis là, j'ai intérêt à rentabiliser le moment. Capitaliser. Voilà, exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire, OK, non, mais il faut que je pense plus loin. Il faut que tu vois, il faut que c'est de là qu'est née l'ambition, au final. Enfin, de faire un gros projet. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'ambition de le faire, mais il se passe un truc, un espèce de déclic un peu foufou, où je me dis, j'en ai rien à foutre. Je vais faire une vidéo sur YouTube et
peu importe les collègues que j'ai sur mon Facebook, sur mon Instagram et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile bien sûr. de se lancer et de faire des vidéos face caméra. Mais toi, tu le sais. C'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça. T'es un mec dans le business, tu fais une vidéo face caméra et je dis, tu fais quoi là? Tu prends pour Cyprien ou quoi? Et moi, c'était pas la mode d'être influenceur. C'était pas la mode. Créateur de contenu. Exactement. Il y avait ça. Et surtout, quand tu faisais ça, on dirait que tu t'allais faire de l'humour. Et je me rappelle avoir fait cette vidéo, l'avoir mis sur Facebook et me dire, j'en ai plus rien à foutre. J'avais mes boss de mes anciens jobs que j'avais sur Facebook, parce que des fois j'avais de bons liens avec eux, tu vois. Et je me dis, ils vont voir ça, ils vont se dire, mais je suis en train de me tuer. Surtout qu'en plus, tu parlais déjà de rap. Au fond. Donc, tu vois, les gens devaient se dire, mais what the fuck, tu vois. Il fait des blagues et la vidéo, elle est pas si bien montée, parce qu'à l'époque, c'était moi qui montais, tu vois. Mais je m'étais dit, ok, j'ai déposé cette vidéo-là, j'ai intérêt à réussir, mais j'ai pas juste intérêt à réussir à un peu 20 000 abonnés. Il va falloir que je performe, tu vois. D'accord. Et c'est là où je me suis mis pour objectif de le faire, et en le faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens s'en foutent. Non mais c'est en fait toi qui te matrixes en mode. En fait, il y a ce truc où on se prend un peu pour le centre du monde et tu dis que tout ce que tu fais va avoir un impact. En réalité, les gens, ils passent à autre chose. Ils ont une vie, ils ont une femme, des enfants, ils ont des problèmes, eux-mêmes ils sont en train de se bagarrer, eux-mêmes ils ont eu honte de quelque chose dans leur vie. Tu crois vraiment qu'ils ont le temps de te calculer toi quand tu lances tes petites vidéos sur le rap? Donc non, tu vois, les gens. Et je m'en suis rendu compte à force de lancer des vidéos, surtout que ça devenait un petit peu le truc où, ok, Chris va faire une vidéo, il va y en avoir une sur YouTube et une sur Facebook et voilà. Bon. Et en fait, quand ça a commencé à prendre, les gens qui ont suivi ou les gens ont commencé à se rendre compte que je savais où j'allais, quoi. Tu vois. Ok. Donc c'est cette période-là qui t'a permis de te dire, bon voilà, là je vais faire quelque chose de big. Et comment est-ce que ça s'est structuré, ça, justement? Tu dis qu'au début, tu faisais tout. Rédaction du script, captation de l'image et aussi montage. Ouais. À quel moment tu as commencé à te structurer et quelle économie tu as créé pour pouvoir le faire? Parce que le montage, ça coûte quand même beaucoup. Parce que c'est du temps que la personne se pose pour chercher les images, chercher les trucs. Comment est-ce que tu as fait ce passage-là? Ouais, c'est une bonne question. Moi, dans l'idée, c'est que dès que j'ai commencé, je me posais beaucoup de questions sur la manière dont j'allais être structuré. Parce que au départ, même en termes de modèle économique, j'étais un peu indécis sur ce que je voulais faire. D'accord. Je voulais pas aller sur un truc agence, parce que souvent les médias vont créer le média et derrière il va y avoir l'agence, tu vois. Exactement. Et je voulais pas avoir je voulais faire un truc qu'avec mon audience, c'est-à-dire vendre des produits à mon audience, communiquer avec mon audience, et je voulais pas re-rentrer dans ce truc corporate dans lequel j'étais avant de faire les vidéos, tu vois. Donc, je pense que ça, il faut l'expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément familiers de la création de contenu. C'est-à-dire que le business model de la plupart des médias, Yard et autres, c'est-à-dire qu'ils créent des vidéos, en tout cas ils créent du contenu, mais ça rapporte pas, en tout cas au départ. Ouais. Pour pouvoir monétiser leur activité, ils créent une agence derrière, et avec l'agence, ils vont vendre soit des espaces sur le contenu en question, soit en tout cas ils vont chercher à monétiser avec cette agence. Surtout avec cette agence, plus que de vendre même les espaces, parce que ça, à la rigueur, c'est quelque chose que même que je fais, que les médias aimeraient faire. Tu fais du consulting. Je fais aussi du consulting, ça c'est vrai. Mais en fait, le truc que tu vas faire en parallèle, c'est que cette agence-là va faire des contenus en marque blanche. Ça veut dire que par exemple, tu es une structure, je dis n'importe quoi, tu es McDonald's, tu as besoin de création de contenu vidéo, le média va te servir comme argument pour pouvoir vendre tes prestations de ton équipe. Exactement. Donc c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent, et ça va te permettre pour les médias qui veulent pas avoir ce problème-là de faire que la partie brand n'entache pas sur la partie rédactionnelle. Okay. C'est un peu leur stratégie. C'est une stratégie qui se voit aussi, et justement je ne voulais pas à ce moment-là faire ça, tu vois. Pourquoi? Parce que je voulais plus avoir ce lien trop corporate et je voulais pouvoir vendre à une audience. Je me suis dit, j'ai une audience à qui je vais parler de business, à qui je vais parler de vêtements, à qui je vais parler de trucs. Je vais vendre mes propres produits. Et effectivement, je l'ai fait pendant un moment, mais je me suis heurté à d'autres problèmes. Je vais juste revenir à ce que tu disais sur la prod, parce que je crois que c'est peut-être ça qui est intéressant. La prod coûte de l'argent, effectivement. Ouais, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai commencé sur YouTube. Parce que je savais que sur Instagram, il n'y avait pas énormément de rémunération. Et même le format de contenu que je voulais créer, c'est des contenus longs. C'est ce qui me plaît le plus. Je fais des contenus courts sur les réseaux, c'est cool, mais c'est pas ce qui me passionne. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est me poser et te faire un contenu de 30 minutes, 20-30 minutes, tu vois. Donc, du coup, je suis allé sur YouTube parce qu'il y avait cet aspect monétisation-là. Et même sur cet aspect monétisation-là, je savais que potentiellement, j'allais pouvoir avoir aussi des partenariats. Mais ça, j'y comptais pas trop pour des raisons. Je me disais, bon, ils vont voir, très honnêtement, ils vont voir Renoir, je sais pas, ils parlent de rap, ils vont peut-être... Ouais.
Pourtant, tu t'es pas dit qu'il y avait des marques qui avaient à cœur de communiquer sur les sujets rap. En France, les gens sont... Tu sais, là-dessus, enfin, vraiment, les partenariats, on est très bon dessus depuis 2021. Ok. Et en vrai, j'ai commencé en 2017, tu vois. Okay, mais en vrai, okay. les marques, quand tu leur parles de ce que tu fais, elles se disent pas, putain, ils parlent de hip-hop, c'est le sujet le plus intéressant, il fait tant de nombre de vues, les commentaires sont incroyables, on devrait faire du business avec ce gars-là. Mais est-ce que tu connais Earn Your Leisure? Non, si, je connais bien. Eux, quand ils ont fait leur grosse manifestation là, ils avaient fait une conférence où ils expliquaient que par rapport au nombre de personnes qui touchaient, je crois qu'ils touchaient plus de 10 000 personnes. C'était énorme à Atlanta. Et ils disaient que le budget qu'ils ont eu avec les marques était très faible par rapport à ce que leur équivalent blanc aurait pu avoir. Et de là, est née une réflexion qui consistait à dire que, en fait, les médias noirs n'attirent pas les marques. Ouais. En tout cas, les médias tenus par des noirs n'attirent pas les marques. Je pense que c'est vrai. Ouais. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est le cas, même s'il y a une avancée positive. Et j'en parlais en plus avec un partenaire avec lequel je fais quelques partenariats qui me disait qu'effectivement, c'est tous les créateurs de contenu. Je crois que ça va être un de tes clips, ça. Et tous les créateurs de contenu noirs qu'il avait recommandés. En fait, il avait fait. Je vais te le faire bien. Vous êtes... Ouais, parce que là, c'est le clip. Il faut qu'on se prépare. Vas-y. Les caméras sont bien. Moi, je suis créateur de contenu, donc du coup, je le sais. Tu sais très bien qu'est-ce qui va buzzer. En fait, maintenant que je le sais, je vais avoir du mal à te le dire. Tu vois. En fait, les créateurs de contenu. En fait, j'ai un partenaire avec lequel je travaille qui avait proposé plusieurs créateurs de contenu noirs et blancs à une marque, très grande marque. Et cette marque-là a décidé de retenir que les créateurs de contenu blancs. Et s'il a décidé de garder les créateurs de contenu blancs, c'est pas parce que les créateurs de contenu blancs faisaient plus de vues ou avaient une meilleure réputation. Non, tu vois. C'était d'ailleurs la marque n'a pas donné de raison particulière, tu vois. C'est juste que la personne en question en a déduit que la marque voulait uniquement communiquer avec ses créateurs de contenu blancs. Donc il y a un vrai problème qui est là, tu vois. Alors, excuse-moi, je t'interromps juste là-dessus. C'est parce que c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est est-ce que pour la marque c'est pas smart d'avoir fait ça parce qu'elle se dit un Eminem aux États-Unis ou un Nekfeu en France va toucher les Renois qui écoutent du rap plus les Blancs qui écoutent du rap et donc on va avoir une cible qui va être beaucoup plus large que si tu mets un Renois qui d'après ce que les marques pensent ne parle qu'aux Renois et je pense que c'est vrai les Noirs ne vendent qu'aux Noirs mais ça c'est encore un autre sujet. Mais en fait le truc c'est que je serais d'accord avec toi mais le capitalisme même ne devrait pas ne devrait prendre en compte que les chiffres dans ce cas précis. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, un créateur de contenu, à partir du moment où il fait 300 000 vues sur un contenu et que sur ces 300 000 vues par vidéo, la marque propose par exemple, je sais pas moi, 3 000 € pour faire une intégration sur une vidéo comme ça, que tu sois noir ou que tu sois blanc, les chiffres devraient parler avant tout. Tu vois, dans une concurrence pure et parfaite. Normalement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est les chiffres qui doivent parler, la conversion. Et ça devrait pas être, tu vois, la couleur de peau du créateur de contenu. Maintenant, si tu es une marque et que tu décides de faire de la promotion avec Eminem, parce que tu dis que Eminem, effectivement, va toucher 100 millions de personnes, mais que derrière, Lil Wayne va en toucher que 30 millions, c'est pas une question de couleur. Là, c'est vraiment une question de business, tu vois. Donc, l'idée pour toi, quand tu es une marque, normalement, c'est de te dire, OK, la réputation du créateur de contenu, sa portée et son taux de conversion. Et le problème, c'est que avec le temps, et c'est pas quelque chose que tu vois dont j'ai souvent parlé parce que moi je m'en fous en vrai, je vais faire mon truc anyway, mais tu constates avec le temps qu'effectivement tu peux avoir ici et là des soucis à te vendre parce que tu n'as pas la gueule de l'emploi entre guillemets, tu vois. Et c'est comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on a constatées d'une manière ou d'une autre dans d'autres domaines. Je fais avec. Mais c'est des choses qui sont réelles et je comprends aussi les gens qui décident de le dénoncer. Moi, c'est juste que c'est pas trop ma nature. De base, je suis très fonceur, tu vois. Je me dis, autant créer des opportunités de son côté et tu vois, et de venir dans des podcasts comme ça en vrai, tu vois, parce que vous le faites ici, tu vois, et de parler et se dire qu'il y a des gens qui vont m'écouter et que peut-être ça va les aider. C'est pour ça que j'essaie de donner un maximum d'informations aussi. Mais
Mais en vérité, c'est réel. Et je sais plus pourquoi on parlait de tout ça. Non, le début de la question, en tout cas, c'était d'expliquer comment est-ce que tu t'es structuré, comment tu as switché. Oui, voilà. Donc, ensuite, il y a le problème des partenariats. Alors, j'avais choisi de me dire, je préfère vendre à mon audience. Alors, c'était un peu difficile, on fait ce qu'on peut, etc. Mais je l'ai fait, ça a fonctionné à des moments, mais par exemple, lorsque j'ai fait du textile à une époque, et je vais le refaire à un moment donné, mais le problème, c'est que le monde du textile, c'est un monde tellement à part du monde des médias que ça demande une concentration et de l'énergie qui va te détourner de la création média. Je m'explique. Pour faire une vidéo, comme on l'a dit, à l'époque, c'était à peu près 4 à 5 jours. Entre l'écriture, la recherche, l'écriture et le tournage. Le temps que tu vas mettre derrière à réfléchir à une collection, sourcer les bons fournisseurs, travailler avec le graphiste, travailler avec les fournisseurs, ça va représenter énormément de temps. Et tout le temps que tu vas mettre dans la création de ce produit-là, c'est tout le temps que tu mettras plus dans la création de contenu. Et en fait, je m'étais retrouvé dans cette période-là à sortir moins de vidéos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, je suis revenu avec la très grosse vidéo de Jay-Z. Ouais, ce que t'expliques. Ouais. Voilà, j'ai une très bonne mémoire sur ça. Et en fait, j'étais revenu sur ça parce que je voulais faire un très gros contenu qui va marquer les gens, tu vois. Parce que j'avais disparu pendant 2 ou 3 semaines et à cette époque-là, je supportais à cause de la création de ce textile. Tu vois. Et ça remet la question du focus, en fait, de dire que si tu veux bien développer une boîte ou en tout cas un projet, il faut que tu sois focus. C'est ça. Et finalement, quand tu as tes créateurs de contenu, si tu créer d'autres boîtes à côté pour financer ton contenu, au final, tu as du mal à bien créer ton contenu. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le créateur de contenu, son salut principal, c'est de constituer une communauté suffisante pour pouvoir la vendre à des annonceurs? Je pense qu'il y a pas une manière de faire, mais moi, de mon côté, c'est ce que j'ai choisi de faire. Tu vas en avoir certains qui vont aller faire, je sais pas moi, une levée de fonds, t'en as d'autres qui vont créer une agence, d'autres qui vont être plus. D'ailleurs que peut-être que la structure, elle va se faire de manière à ce qu'il y ait une personne qui est dès le départ, dédiée à la création des produits de la marque. Tu vas en avoir un autre qui va être dans la création de contenu, un autre de la prod. Et du coup, ils sont 3, ils commencent ensemble. Donc, tu crées le média et tu es en mesure de pouvoir vendre directement tes propres produits parce que tu as une personne qui est dédiée à ça. Donc, ça va poser la question ensuite des revenus, comment vous structurez, etc. Mais c'est encore autre chose. De mon côté, j'étais seul. Ouais, t'as toujours été seul. Alors, au début, maintenant c'est différent, mais au début, j'étais seul et je commençais à avoir un monteur dans cette période. Ah non, quand je disais seul, je veux dire en tant que... Parce que t'as une boîte aujourd'hui. Oui. C'est une SASU. C'est ça que je veux dire. C'est ça. T'as pas d'associé qui te disent ce qu'il fait là. Je vais mettre un peu de sous et on va exploser. Non, j'ai pas d'associé. J'ai effectivement, là, il y a pas si longtemps que ça, j'ai pris des revenus, j'ai licencié une partie de mon contenu pour avoir un peu de revenus. Voilà. Licencier une partie de ton contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est la première fois que je le dis, mais j'ai travaillé avec un fonds d'investissement spécialisé dans les créateurs de contenu qui te propose. Ah, mais qui m'a parlé? Mais oui, Fabrice Dorego. Oui, j'en ai parlé, ça. Oui, bien sûr. Ouais. C'est lui qui m'a dit, mais il faut que vous parliez ensemble. Lui aussi, il m'avait dit ça. Ouais, on a mangé ensemble. Ouais, il est super. Merci sur le podcast. D'accord. Ouais. Mais c'est pas lui qui t'a, c'est pas lui qui t'a mis sur cette piste. Ah, non, c'était avant. Ok, d'accord. Et, mais dans l'idée, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les créateurs de contenu. Alors, il regarde surtout les créateurs de contenu qui génèrent déjà des revenus. Ouais, etc. forcément. D'accord. Et donc, avec ce fonds d'investissement-là, tu vas licencier une partie de ton contenu pendant une certaine période. Donc, sur tes revenus YouTube, tu vas lui reverser un certain revenu. Bon, déjà, il va te donner de l'argent avec le fonctionnement habituel, avec les intérêts. Et en gros, tu vas rembourser petit à petit ce prêt-là. Et c'est de l'argent qui t'a servi à produire du contenu, c'est ça? Alors, toi, du cash out pour toi. C'était à l'époque, là quand je l'ai fait, c'est récemment. C'est pour commencer à financer plus la partie Iconic Programme, la partie un peu plus consulting qu'on est en train de développer. Donc, j'avais besoin d'avoir l'équipe, financer le site, etc. Donc, j'ai pris une partie, j'ai fait un peu de revenus comme ça. D'accord. Mais à l'époque, c'était vraiment revenu YouTube. D'où t'es venue cette idée? Parce que je crois de toute ma vie que je parle avec des créateurs de contenu, on est d'accord, Kevin, il acquiesce. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler de faire ça. En fait, tu vois, c'est bien que maintenant que je sois le Renoir qui en parle pour les autres Renoir créateurs de contenu. Parce qu'on est beaucoup de Renoir à créer du contenu. En fait, les créateurs de contenu Renoir, sur les réseaux, tu sens qu'il manque d'infos. Ouais. Il manque de structure ou quoi. En fait, je trouve
perso qu'on est les plus drôles et les plus créatifs. Enfin, je veux dire les plus. J'aime beaucoup notre très humour. créatif. J'aime beaucoup la manière dont on approche les choses sur TikTok, sur toutes ces plateformes-là. On est très charismatique et tout, mais c'est vrai que l'aspect structure business c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. Je vais prendre un gars qui est pas du tout là-dedans. Enfin, par exemple, aux US, je sais pas moi, un Zepek. Tu vois, il a rien à voir avec mon monde, tu vois. Je rigolais avec lui parce que je l'ai vu aux Flammes. Je sais que tu sais pas ce que je fais, c'est pas grave, mais j'aime trop ce que tu fais. Moi, je m'en fous. Okay. Tu vois, c'est un rappeur? Non, Zepek, non, pas du tout. C'est un Snapchatter. C'est un Snapchatter. Ah ouais? Il fait des trucs drôles. Je suis à deux doigts de regarder sur mon téléphone. Il te montrera, tu vas dire, mais Chris, il consomme ça. Mais moi, je le trouve super drôle, tu vois. Ouais. Mais tu vois, typiquement, un gars comme ça aux US, avec les informations et avec le climat global des créateurs de contenu noir, il aurait, à mon avis, fait beaucoup plus d'argent qu'en France. Parce qu'en France, il n'y a pas cette dimension-là. C'est-à-dire que les mecs, ils sont talentueux, ils ont une communauté, ils parlent à leur communauté, point. Tu vois. Mais il y a moins ce côté structure. Moi, de mon côté, je pense que le type de contenu que j'ai créé et les partenaires que j'ai eus à un moment donné, qui sont pas nécessairement de la communauté, tu vois, des agences avec lesquelles je bosse, parce que mon contenu est très structuré, donc ça leur plaît. Donc c'est peut-être ces gens-là avec lesquels j'ai parlé qui m'ont donné l'information, donné toutes ces choses-là qui m'ont permis de savoir à un moment donné que tiens, à tel endroit c'est possible de faire ça, tiens, ici c'est possible de faire ça. Et je suis pas le mec le plus informé, hein, tu vois, mais ça a été à force d'échanger avec ces gens-là, tu fais du business avec eux, tu fais des partenariats, tu leur rapportes de l'argent, ils t'en rapportent et ils te présentent cette opportunité et voilà. Ah mais alors, parce que c'est intéressant ce que tu dis et je crois le premier épisode du podcast que je fais, en tout cas celui que je diffuse, c'est avec Moussa Ouagé qui est un patron d'un label, tu vois, non, d'une maison de disques africaine. D'accord. Et il fait tout ça, de l'édition, de la distribution, de la production, même un peu de management. Et il me dit ça, il me dit, notre problème à nous les Renois, c'est ça, tu vois. On manque d'éducation sur comment on fait du business. C'est-à-dire qu'on a le feu pour faire, tu vois, pour fédérer, pour vendre ça, il y a pas de problème, tu vois. Mais même les artistes, bah tu vois, il a fait une interview récemment avec Philippe Simo là, et il lui explique ça, il lui dit l'artiste, il y a pas d'avocat, il a pas de notaire, il a pas de, tu vois, tout cette Donc maintenant la question que je me pose, parce qu'à chaque fois je lui dis ça, je dis ouais, mais moi j'ai pas envie de faire cette erreur là. Mais maintenant si tu prends un jeune créateur de contenu, alors j'imagine que tu fais du consulting, donc tu vas pas tout nous délivrer, mais quelques petites clés là que tu lui donnerais, tu lui dirais quoi sur ces questions-là de structuration qui doivent permettre de aspirer l'argent, tu vois? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose que je lui dirais, c'est alors déjà, quand tu constitues une communauté, alors déjà, c'est bien de choisir la plateforme. Si tu commences, par exemple, par TikTok et si tu commences par YouTube, c'est pas pareil. Donc, choisir la plateforme et ça va être très lié aussi à tes forces, à ta manière de créer le contenu, etc. Si tu commences, par exemple, par YouTube, c'est de regarder beaucoup pour réussir, regarder comment les gens ont commencé. D'accord? Comment tu structures, etc. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes armes? Donc, te structurer un maximum au départ. Et ensuite, regarder les gros créateurs de contenu sur les formats qui vendent. C'est-à-dire que tu dois regarder la créativité, si tu l'as et que tu réussis à constituer une audience, c'est une chose. Mais c'est ensuite, quels sont les formats qui peuvent intéresser les marques. Et en fait, les formats qui peuvent intéresser les marques, sur YouTube, tu as de la chance. À partir du moment où c'est propre, c'est beau à voir, tu vois, et que ça fait beaucoup de vues, et que tu dis pas, enfin, en général, sur YouTube aujourd'hui, t'es forcément politiquement correct, enfin, plutôt, on va dire. Bah, en fait, c'est normalement, c'est bon, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une intégration au début de vidéo, fin de vidéo, c'est suffisant, tu vois. Donc, c'est beaucoup de structure, beaucoup de beauté de contenu, ça joue énormément. Avoir une grosse audience qui te suit, etc., ça joue énormément. Donc, ça, c'est vraiment le truc que je conseillerais. Au début, t'as pas énormément besoin de choses. T'as besoin de comprendre comprendre tous les aspects de ce que tu crées. Je pense que quand tu es en startup, c'est pareil. C'est comprendre comment la prod fonctionne, comment tu montes, combien de temps ça va te mettre à monter une vidéo, à peu près, pour que tu saches aussi le temps que le monteur va mettre à créer ta propre vidéo. Parce que si, par exemple, t'as jamais monté de vidéo et que tu fais une vidéo qui, comme la mienne, par exemple, et que le monteur te dit oui, je vais avoir besoin de 2 semaines pour monter la vidéo. Tu vas lui dire d'accord, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais si toi-même t'as déjà monté
tu sais que déjà, ok, moi, quand je montais mes vidéos, au max, c'était 1 journée et demie, 2 jours. Aujourd'hui, ce que je fais en termes de prod, ça demande plus de temps. Donc, je vais rajouter 1 journée. Donc, je sais que pour le montage, je peux demander à mes monteurs, donc l'équipe prod, on y sont 3 à peu près, c'est de leur dire, ok, bon, j'aurais besoin de cette vidéo-là, je vous l'envoie lundi. Il faudrait qu'idéalement, mercredi, je puisse avoir une V1 pour corriger. Les corrections, ça prend quelques heures. Donc, je sais que jeudi soir, j'aurai la version finale de la vidéo. Sachant que si tu l'as pas touché à ça, tu t'auras déjà délégué dès le départ. Donc déjà, peut-être que tu vas lâcher un peu trop de sous. Toi-même, tu seras pas faire les bons retours aussi. Mais donc, la clé, c'est de ne pas déléguer tout de suite. Non. Comme on dit, moi, je pense things that don't scale, c'est qu'au début, tu fais toi-même, t'apprends, tu te fais les dents, quoi. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait une formulation type aux yeux américaine, mais je suis grave d'accord. Ouais, c'est Oussama Ammar que tu cites aussi. C'est lui qui disait beaucoup ça, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il a raison. Ouais. Je pense qu'au départ, tu peux le faire, et même YouTube, même si aujourd'hui sur YouTube, c'est pas comme il y a 10 ans où tu pouvais arriver avec des contenus très peu produits et faire beaucoup de vues. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des besoins en termes de prod qui sont beaucoup plus conséquents aujourd'hui qu'à l'époque. Des gens comme toi, vous faites des trucs trop quali, tu vois. Quand tu vois YouTube, le game, il est, tu vois, le niveau, en fait, on a créé des barrières à l'entrée. Oui. Voilà, c'est ça. En fait. Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui, talentueux, vont commencer par TikTok ou par Instagram. Ce que je comprends. Ok, je comprends. Parce que aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, une vidéo qui est pas très produite peut fonctionner beaucoup mieux. Chez nous, c'est le cas, qu'une vidéo qui est très produite. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que sur YouTube, en fait, moi, en fait, je fais partie des gens qui ont suivi le truc parce que j'ai vu que derrière, les très gros créateurs de contenu ont vu ça comme la télé. C'est-à-dire que. Exactement. Avant, sur YouTube, lorsqu'on faisait du contenu, une vidéo de 11 minutes, c'était long. Quand j'ai commencé. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo et à l'époque même, je me rappelle, j'ajoute ça, quand j'ai fait une vidéo sur Wiz Khalifa de 17 minutes, on m'avait dit que c'était trop long. Ok. Aujourd'hui, je fais une vidéo de 25 minutes, c'est ok. Quand je fais une vidéo de 30 minutes, c'est une belle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo hier de 1h21. Ouais. Toi, tu parlais tout seul? Ouais. Ah ouais? Énorme. Ah, tu devais être décivé. Ouais, j'étais ouf. Non, je veux dire même, c'est même pas en termes de... Ouais, je crois que je vois personne qui reste face caméra pendant 1 heure. Le ferait pas de tous les Ok, semaines. d'accord. C'est vraiment là, c'était l'affaire Drake-Kendrick, c'était une analyse sur tout le conflit, donc les gens avaient besoin d'avoir tout, de contexte. Ils allaient me reprocher si j'avais pas été. Bref. D'accord. Mais dans l'idée, si tu veux, dans la manière de prendre les choses, effectivement, en termes de barrière à l'entrée, c'est plus élevé sur YouTube, mais il est encore possible avec une qualité de iPhone, tu vois, et un montage propre de faire quand même des vues. En fait, il y a deux manières de faire des vues sur YouTube aujourd'hui. Enfin, 2 grandes manières, 2 grands types de créateurs de contenu. Soit tu vas mettre un gros effort sur la prod et tu vas créer un concept fort, MrBeast. Ou alors, tu vas prendre ton micro et tu vas parler et tu vas dire des choses qui peuvent être très clivantes. Ouais. Dans le rap, je sais pas, je vais prendre DJ Academics. Okay. Ou dans le mainstream, il y a 1 an encore, Andrew Tate, tu vois. Ça me dit quelque chose. Le gars qui, le métis chauve qui parlait des femmes, des rapports hommes-femmes, l'homme. Ah oui. Tu vois, voilà, ce bonhomme-là. Okay, typiquement, ça a été l'homme le plus googlé au monde. Ok. Pendant une certaine période, et ses contenus finalement c'est quoi? C'est un micro, il parle, il a même pas de chaîne YouTube propre, c'est juste il était sur des podcasts ou en live et il racontait un tas de choses pendant 1 heure, 2 heures. Il poste et tout le monde reprend, tu vois. Ouais. Donc t'as ces créateurs clivant, quoi. Ouais, c'est un positionnement et c'est un peu dur de l'être parce qu'il faut aussi être clivant en mesure de recevoir la critique virulente. Ouais, il faut, mais aussi clivant ou apporter énormément de valeur. Tu vois, tout à l'heure, très important. Et c'est ça, en fait. Parce que tout à l'heure, tu parlais de la différence entre Balou et toi, et tu disais Balou il fait plus du storytelling, en tout cas il a fait plus de storytelling que toi, et que toi, et pas plus tard, je crois cette semaine j'écoutais l'émission d'un joueur de foot là, Aurélien Tchouameni, je sais pas si tu vois. En fait il a créé une émission, une vidéo YouTube, mais vraiment produit comme un truc télé, hein. Franchement, bon tu vois c'est un joueur de foot donc il met les moyens. C'est un Belge? Non, je crois pas. The Bridge ça s'appelle. Putain, je crois que oui, je crois que ça me dit quelque chose. Ouais. En tout cas, vraiment, le truc très très bien produit et tout. Mais il y avait, je sais pas si tu connais la chaîne The Diary of a CEO. Oui, bien sûr. Smollett, là. Je suis depuis cette époque de ses vlogs en 2015-16, lui. Ok. Ah, je connaissais pas. Moi, c'est très récent. C'est Baldi qui m'a fait découvrir, tu vois. Donc, très récemment, moins d'1 an, je pense. Et lui, c'est quelqu'un qui a une expertise. Parce qu'il a interviewé, je sais pas, 300, 400, 500 CEO. Aujourd'hui, quand il parle,
Mais il a réussi à mettre de la science sur l'expertise ou sur les connaissances de ces CEO. Ouais. Et à côté, tu avais Francis Ngannou, tu avais Thierry Henry, tu avais aussi une violoniste là, et bon, non, en tout cas une artiste. Et eux, ils parlaient plus de leur storytelling, leur expérience personnelle. Et quand j'écoutais, je me disais, non, quand même, l'autre là, c'est un autre goût, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De parler de ton expertise. Et je pense que, en fait, ce qui a beaucoup de valeur aujourd'hui sur le YouTube, c'est ça quand même, c'est l'expertise. Ce qui va faire beaucoup la différence, c'est apporter de la valeur aux gens. Moi, je suis à 300% d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui fait que les gens reviennent. En fait, la valeur ajoutée, elle s'exprime de différentes manières parce que l'expertise, c'est par exemple des gens comme toi ou moi qui sont intéressés par le sujet du business ou d'autres gens qui sont intéressés par un sujet en particulier. Par exemple, je sais pas moi, l'élevage de poulets, ouais, bien sûr. C'est venir chercher pour avoir de l'information précise sur un sujet. Totalement. Et il y a le divertissement. Et pour moi, tout ça, je le mets dans le même saut, c'est-à-dire c'est la valeur ajoutée. Ce qu'il y a la valeur ajoutée, qu'est-ce qui fait que les gens consomment ton contenu in fine, tu vois. C'est parce que tu vas leur raconter une histoire qui va leur créer du plaisir dans le cerveau, parce que tu vas les faire rire, parce que tu vas leur apprendre quelque chose ou parce que tu vas juste les inspirer, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, l'inspiration et l'éducation, c'est pas vraiment la même chose, tu vois. C'est vrai. Donc, il y a des contenus que je regarde. Par exemple, il m'est arrivé de regarder... j'ai regardé une télé-réalité sur Netflix qui s'appelle Buying Beverly Hills. D'accord. C'est une télé-réalité sur une famille à LA qui avec un papa qui a créé un business sur l'immobilier. C'est une des plus grosses boîtes. On en a parlé. Ouais. Voilà, tu vois. Et ce créateur de contenu, j'ai perdu le fil. Et justement, dans cette émission-là, moi, d'habitude, je regarde pas beaucoup de télé-réalité. Il m'arrive d'en regarder, hein, mais vraiment, c'est pas le type de contenu que je consomme au quotidien. Quand je veux regarder des trucs légers, je vais sur autre chose. Mais j'ai regardé ça parce que j'étais avec une personne qui apprécie ça, quoi. Et en fait, madame, en soi, c'est aussi ça. C'est pas bien. C'est ça, c'est madame. Et en gros, Big Up elle regardera peut-être l'interview. C'est comme ça qu'on regarde ce genre de choses. Sinon, bien sûr. On peut pas. Grey's Anatomy, tous ces trucs-là. Ça sent le vécu, ça. Toi, tu t'es tapé toutes les saisons. Ah, vraiment, à une époque. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'est du divertissement en soi. Ouais. Mais l'idée de voir des belles maisons, d'être à LA, etc., ça te fait rêver. Il y a une forme d'inspi. Et puis, tu le vois aussi vivre. Tu vois, il est je suis père de famille, j'ai ma famille. Mais il t'explique pas comment il choisit. Enfin, il y a pas de l'éducation aussi dedans. Non, si, un petit peu à des moments, mais si tu commences, enfin, tu vas pas suivre ce type de contenu pour l'éducation. Tu vas vraiment le suivre parce que tu vas le voir au quotidien, dans ses soucis de famille, comment il essaie de passer, d'intégrer ses enfants à la société. Ça inspire, quoi. Tu dis, j'aimerais bien moi faire ça aussi. Totalement. Comment il s'y prend, tiens, c'est cool et tout, tu vois. C'est plus comme ça que je vais regarder les choses. Et à côté, par contre, tu vas regarder Steven Bartlett de The Diary of CEO, Gary Vaynerchuk, beaucoup à l'époque, et même encore maintenant, où ça va vraiment être expertise social media, où il va vraiment donner de l'info précise sur le sujet, qui va t'aider à avancer. Et donc, sur YouTube, globalement, pour réussir, que tu fasses du divertissement, que tu fasses de l'information, de l'éducation, c'est juste bien comprendre ce que tu vas apporter et comment tu vas l'apporter. C'est qu'une fois que tu le sais, c'est construire le truc autour, tu vois. C'est l'importance de la vignette. Ça, c'est des choses qui, si tu as la chance de pouvoir le déléguer, ça, dès le départ, ça, je le conseille. Vraiment, la vignette, oui. Parce que la vignette, c'est l'outil marketing qui va t'aider à faire des vues, peut-être... Ça peut-être joué à 50%, tu vois. Je regarde Kevin parce que on a eu une grande discussion là-dessus sur nos vignettes. Ah non, les vignettes, je pense qu'il faut passer énormément de temps à réfléchir à l'idée des vignettes et à mettre les moyens nécessaires pour que les vignettes pètent. Oui, c'est vraiment super important. C'est game changer. C'est game changer. Tu vas peut-être faire 20, 30, 50% de plus, peut-être même 100% de plus de vues grâce à la vignette. Mais non. Donc, il faut vraiment se poser, réfléchir à ce que tu vas faire en termes de vignettes. Regarder aussi les vignettes dans ton industrie, etc. En quoi tu peux innover, en quoi tu peux te démarquer. Et une fois que tu as trouvé ta patte, tu y vas, quoi, tu vois. D'accord. Et c'est quelque chose qui, au départ, tu peux le déléguer pour peu d'argent. Ouais, tu vois. Les gens, ils me parlent de 15 € par vignette, tu vois. C'est ça. C'est des trucs comme ça. Et ça commence, exactement, c'est par là. Et puis, ça peut monter après à 100, 200, 300. MrBeast, qui est le plus gros créateur de contenu aujourd'hui, investit, je crois, par mois 10 000 €, je crois.
Juste dans les vignettes? Juste dans les vignettes. Oh my God. Ouais, il faudrait que je regarde des chiffres. Hein. Me citez pas là-dessus, mais je crois quand même que c'est 10 000 euros. Faudra peut-être vérifier, mais c'est beaucoup d'argent, tu vois. Parce qu'il a conscience de ça. Le titre et la vignette, c'est l'élément le plus important. Parce qu'en fait, c'est ça, t'es en concurrence avec des... C'est pas comme TikTok ou Instagram. Sur Instagram, tu as le contenu qui arrive sur ta timeline, ou alors tu vas aller sur la partie découverte et tu vas avoir une vidéo qui s'anime un petit peu, ou tu vas avoir une photo. Une photo de toi, donc tu auras déjà fait l'effort si tu veux être influenceur ou quoi, de faire une belle photo. Donc les gens qui sont intéressés ou qui sont interpellés par ton look parce que t'es styliste ou quoi, vont cliquer. Si c'est une vidéo où tu parles d'un sujet et qu'on voit que tu montes des billets ou que tu parles de business, les gens vont cliquer parce qu'ils sont curieux. Donc la vidéo, le travail d'avoir fait la vidéo en elle-même va déjà t'aider à avoir des gens qui regardent ton contenu. Par contre, sur YouTube, c'est différent. Les gens sur YouTube vont voir plein de contenus qui sont en face d'eux avec des vignettes, tu vois. Et tu vas être en concurrence avec tous les... déjà avec moi, tu vois, si t'aimes le rap, tu vois ma grosse tête vendredi soir, tu vas avoir Mr. Beast qui est là, tu vas avoir Steven Bartlett de Diary of CEO qui est là, etc. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de créer une vidéo qui donne envie de cliquer. Ouais. Donc vraiment qui pousse dans ton cerveau ok, la vidéo de Diary of CEO. Là tu te dis non, parce que on a négligé. En fait, je pense que j'ai négligé ce truc-là. Ouais, tu vois. On a trop négligé. Après, nous, on a copié justement Diary of CEO, tu vois. C'est ces vignettes là où t'as un texte un peu balèze avec la photo de la personne. Mais bon, je pense qu'on pourrait faire mieux, tu vois. Mais alors déjà, c'est pas mal. Parce que copier les meilleurs, c'est une bonne chose. C'est la base. Hein. C'est ça, de ouf. Mais après, c'est la phrase que tu vas utiliser. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. En fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est plus c'est clickbait, mais réel, plus c'est vrai. Plus ça pète. Justement, là, on est obligé d'aborder ce sujet-là. Quid du putaclic, tu vois. Ah, mais il faut que tu sois putaclic. Mais il faut juste que le putaclic soit vrai. C'est-à-dire, comment tu gères parce que toi, je te sens pas putaclic, moi. Quand je te regarde tes contenus, j'ai pas l'impression que c'est des trucs racoleurs comme des gars méga, même dont je citerai pas le nom. Mais quand tu regardes le titre, tu te dis, oh, c'est pas possible. Après, tu cliques, tu vois que ça a rien à voir avec... c'est tout le problème. C'est ça. Mon clé, c'est que ça n'a rien à voir. Ok. En fait, le truc, c'est que quand je fais mes contenus, par exemple, quand je parle, la chute de Lil Baby, quand je fais ce titre-là, tu t'es attiré par ça. C'est ça que tu veux voir. C'est la chute de Lil Baby. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a une chute? C'est exactement ce que tu vas voir dans la vidéo. En fait, quand tu fais une vidéo où tu veux faire du clickbait, il faut que le clickbait soit réel. C'est-à-dire, quand je te dis, là, c'est pas un clickbait parce que c'est un titre descriptif. C'est Drake vs Kendrick Lamar. Mais c'est un clickbait aussi parce que c'est le sujet du moment. Tu sais que tout le monde veut comprendre. Justement, voilà, c'est ça. Mais alors, clickbait, je dirais que c'est... Je vais essayer de te donner un autre titre qui fait vraiment clickbait. Comment Snoop Dogg a réussi la vidéo que j'avais fait sur Snoop Dogg où j'explique qu'il a réussi à couiller son boss, ou je sais plus quel titre j'avais pris, tu vois. D'accord. Et je parlais de Suge Knight. Ok. Et justement, le titre est très racoleur, même si réellement dans la vidéo, je vais te faire toute une histoire sur Snoop. Je vais te raconter tout son parcours, tout ce qu'il a dû traverser, jusqu'à ce qu'il réussisse justement à récupérer Death Row, ce qu'il a réussi à faire. Donc le choix du titre est bon, et surtout je te dis à la fin exactement l'information que je t'ai donnée dans le titre. Le problème, c'est que, alors pour revenir au sujet d'actualité, quand je parle de par exemple de Drake et de Kendrick, le sujet est tellement chaud, tout le monde me le demande, que j'ai juste à dire Drake, Kendrick, j'ai pas besoin de la jeunesse de l'embrouille. Voilà. Je mets les dates 2011, 2024. Les gens savent que je vais raconter la jeunesse de l'embrouille. C'est exactement ce que j'ai fait dans le contenu. Dans le deuxième contenu, analyse des clashs. 1h30, les gens s'attendent à ce que j'analyse tous les clashs et que je donne mon avis. C'est juste qu'il faut choisir des titres qui donnent vraiment, qui disent, ok, en fait là j'ai un contenu très éducatif où je dois apprendre plein de choses, mais vas-y, j'ai envie de cliquer là en fait. Je vais cliquer, je vais regarder quand même ce qu'il a à dire, et ensuite j'irai voir ce contenu là. Donc t'es dans une concurrence permanente avec des gens, des créateurs. Franchement là, en fait, quand t'as réfléchi au contenu, fait l'interview, fait tes recherches, en fait, t'as rien fait. T'as fait juste 10%, enfin, je sais pas combien de pourcents, mais qu'une partie du taf, quoi. En fait, c'est chiant. Dans les faits, t'as beaucoup plus travaillé, donc ça va représenter
le gros de ton travail, contacter le gars, fixer le rendez-vous, faire l'interview, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais le temps que tu vas mettre, les 20% peut-être que tu vas mettre sur le titre et sur la vignette, c'est ce qui va faire... franchement, je dis un chiffre comme ça de tête parce que j'ai pas de chiffres concrets, mais c'est peut-être 50% du résultat, voire plus. Hein. Non, je comprends parce qu'en réalité, c'est comme... Tu vois, nous, sur LinkedIn, tous ceux qui me suivent savent, on a notre phrase d'accroche, après on laisse quatre espaces, et après on a le texte. Et tout le travail, c'est cette phrase d'accroche-là. C'est la même chose. En fait, notre phrase d'accroche, en tout cas, c'est comment est-ce que tu attrapes ton auditeur, bah, c'est la vignette et le titre. Bah, en fait, c'est ça. Exactement. En fait. Je regarde Kevin depuis tout à l'heure. Tu dis, oh, merde. Mais en fait, c'est ça, c'est que sur YouTube, la vignette, le titre, c'est la première accroche. Ouais. Et ensuite, t'as aussi, dans les 5 premières secondes, il faut que tu confirmes ce que t'as fait, ce que t'as dit sur ta vignette. Et ensuite, tu rentres dans le sujet, tu vois. C'est pour ça que tu vas dans les podcasts, même dans celui que j'ai fait avec Kalash. Ouais. Au début, on a des extraits un peu choc avec les mots qui apparaissent, etc. pour donner envie après aux gens de regarder. Donc dans la création de contenu globalement, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités, mais ça demande aussi beaucoup plus d'investissement qu'avant. C'est ça, hein. Ouais, d'accord. Au-delà de la qualité, là, tu vois, du setup et tout. Moi, tu sais que je suis pas allé sur YouTube à cause de ça. J'ai longtemps attendu parce que j'avais pas le partenaire qui me permettait de faire des vrais trucs, tu vois. Ouais. Et je voyais les barrières à l'entrée. Je me disais, c'est pour faire comme tout le monde. Non. Mais du coup, on a fait de l'audio. Mais l'audio, ça transforme pas comme la vidéo. C'est pas du tout le même level, quoi. C'est exactement ce que je disais à Kevin. Le truc de l'audio et des plateformes Spotify et toutes les autres. Alors, c'est très bien d'être sur la partie audio parce que ça permet aux gens de consommer le contenu quand ils font autre chose. Quoique les gens aussi consomment autre chose quand ils sont sur YouTube. Mais le problème, c'est la recommandation et l'attention des gens. C'est-à-dire que YouTube et même les réseaux sociaux te permettent d'être recommandé aux personnes qui sont potentiellement intéressées par le sujet que tu proposes. Et je pense que notre communauté, la communauté noire en général, et sur les podcasts, consomme des podcasts comme tout le monde, bien évidemment, mais moins. Je pense que si tu veux, c'est vraiment une niche, c'est ça. Donc si tu veux aller chercher ce public-là, il faut aller sur les plateformes où ils sont plus présents, c'est-à-dire Facebook, YouTube, TikTok. Ouais, totalement. Beaucoup TikTok. Hein. Ouais, beaucoup de TikTok en réalité. Effectivement, nous on n'a pas encore investigué le truc, mais il faut que vous fassiez vos petits clips bien montés là. Ouais. Tu vas découper. Aux IA, on arrive à faire des trucs bien, pas mal, mais. C'est juste que pour moi, monétiser YouTube, en fait, c'est du travail parce que on fait des réels pour Instagram qui font moins d'1 minute et pour TikTok, il faut qu'ils fassent plus d'1 minute pour être monétisé, on m'a dit. Et donc, en fait, c'est pas les mêmes réels que tu fais sur Insta que tu dois faire. Donc, c'est un autre travail en réalité. Tu mets aussi short avec ça. Ouais, voilà. Et puis, t'as les shorts encore. Une minute aussi. Et aussi, voilà. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand tu fais nos réels, bah, en fait, tu peux faire des shorts YouTube et finalement, c'est un contenu pour 2 plateformes. TikTok, ça demanderait de créer un contenu spécifique pour TikTok. En fait. Challenge de notre équipe. Là. C'est ça. Alors que, et la question que je me pose, c'est, est-ce que finalement, bah ça, on peut en parler si toi t'es dessus, parce que l'intérêt, c'est d'avoir du TikTok et TikTok te drive, enfin, tu drives les gens de TikTok vers ta plateforme qui te rémunère le plus, peut-être, tu vois, ou autre chose. Mais moi, il me semble que TikTok, c'est vraiment du contenu pour consommer du contenu. C'est ça. Ça te permet pas d'acquérir des nouvelles personnes. Détrompe-toi aussi. Si, aussi. Alors, moi, dans mon approche avec TikTok, c'est que je me suis rendu compte que sur YouTube, plus le temps passe, plus mon audience prend de l'âge. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais une majorité de 18-25. Et on va dire, je devais avoir 50% de 18-25 et peut-être 20%, 30% de 25-36. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. J'ai une grosse audience de gens qui ont plus ou moins mon âge. Et je vais avoir une audience 18-24 qui est un peu moins élevée. Et j'ai une audience de darons, vraiment, des anciens. Des mecs comme moi. Je sais pas trop. Et sans indiscrétion, t'as 40. Mais non, t'es encore dans l'audience. Oui. En train de switcher. Voilà, 40, Mais j'ai beaucoup de quarantenaires. Parce qu'en fait, comme tu parles pas que des jeunes, tu vois, tu parles de tout le monde, d'un mec comme Didi, comme Jay-Z, comme tous ces gars-là, bah forcément, ça nous parle aussi. Voilà. Non. C'est pour ça. Ouais, même un Fabrice qui, tu vois. Par exemple, qui est plus âgé que moi encore. Ouais. Mais tu vois, No offense. Sauf qu'il écoute les podcasts. Big up à toi, d'ailleurs. C'est notre grand frère. De ouf. Mais, TikTok, voilà. Alors, TikTok, par contre, là où est l'avantage, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont arrêté dans la rue,
qui ont entre 18 et 24 et même plus jeunes qui me disent ah je te connais tes contenus TikTok. Ok. Et est-ce que ces gens achètent? Est-ce que c'est une cible intéressante? Mais en fait le truc alors deux choses en termes de partenariat. Lorsque je travaille avec, je sais pas moi, avec Adidas, j'en sais rien, n'importe quoi, je vends la globalité de mon audience, même si TikTok, je le vends moins qu'Instagram, tu vois, ou YouTube, bien sûr. Mais c'est quand même un point qui va me permettre ça va me permettre de valoriser mon audience. T'as combien de followers sur TikTok? Je crois 140 000. Ok, c'est quand même pas mal. Ouais. Effectivement. Et tu vas voir ce point-là, mais surtout, les gens qui me suivent de TikTok, à un moment donné, à force d'avoir du contenu sur TikTok, vont s'intéresser à ce que je fais sur mes contenus plus longs. Et effectivement, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, je t'ai découvert sur TikTok à l'aéroport, là, récemment. Non, à Eurostar, je raconte. Il y a un petit qui me servait, il m'a dit « Ah, j'ai vu tes contenus sur TikTok et tout. » Et c'est typiquement ma cible. Je dis « Ah oui, tu me connaissais pas. » Enfin, moi, du coup, je pose des questions sur intéressant. Tu me connaissais pas sur YouTube? Il dit « Non, je crois pas. J'ai vu sur TikTok et tout. Et du coup, lourd le taf. Hein, je te suis maintenant sur YouTube. » Ah putain, bah t'as des choses à regarder, tu vois. Du coup, je me disais, c'est lourd. Et en fait, TikTok, si tu veux toucher une audience jeune sur laquelle tu vas capitaliser, je pense, à l'avenir, je pense que c'est la plateforme idéale. Et aussi, c'est toujours comme ça avec les réseaux sociaux. Tu vas commencer au départ avec une audience qui est très jeune. Et cette audience-là, avec l'âge, va commencer à prendre un âge. Tu vois, Snapchat, c'était un truc d'enfant. Aujourd'hui, c'est les vieux qui y sont, tu vois. Même s'il y a encore des jeunes, mais tu vois. Ouais. Mais Facebook aussi, hein, je me souviens. Bah oui, Facebook. À l'époque, on était des fous, et puis après, les grands-pères sont commencés les mamans, tout le monde s'est vu sur Facebook. Donc oui, c'est vrai dans l'absolu, mais ok. C'est juste un travail en plus, mais faut y réfléchir, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, t'as tellement de possibilités de créer. Tu t'en sers, toi, pour créer du contenu? Alors oui, mais c'est encore, alors oui. Clairement, je suis en train de me rendre compte que je m'en sers quand même, même si je vais m'en servir encore un peu plus. Je pense à la rentrée cet été, je vais vraiment me poser pour diguer le sujet, pour avancer plus vite. Mais on s'en est servi pour du montage, pour des problèmes audio, et moi sur des fois des traductions et pour gagner du temps. Je gagne beaucoup de temps là-dessus, c'est-à-dire que bah tiens, par exemple, sur cette dernière vidéo que j'ai sortie où il y a des traductions, il y a beaucoup de traductions à faire. Je peux faire les traductions, je les ai toujours fait, mais il y a l'intelligence artificielle. Ça prend déjà beaucoup de temps ce que je fais. Du coup, je prends la phrase directement sur Genius, je la mets sur ChatGPT, je vais avoir une traduction. Et comme je sais que des fois, la traduction, c'est pas exactement le sentiment de l'artiste, parce que je connais l'artiste et je connais le contexte, je vais un petit peu changer les choses pour faire en sorte que ça matche un peu plus à ce que l'artiste voulait dire. Et ensuite, voilà. Mais ça t'a mâché une bonne partie du travail, quoi. Fort. D'accord. Mais pour les recherches même, ChatGPT, par exemple, j'avais essayé à l'époque de commencer à utiliser de l'intelligence artificielle dans le script même. J'avais essayé, c'était sur ma vidéo de l'Afrobeat. D'accord. À l'époque. Et je me rappelle avoir demandé des infos très directes à ChatGPT. En quelle année il s'est passé ça. Non. C'est l'Afrobeat. Si t'avais fait la même chose sur Tupac, t'aurais eu plus d'informations, je pense. Sûrement. Parce que les quinries il y a plus de data. Alors que l'Afrobeat, même on voit sur nos contenus afro, une fois j'avais demandé à Dali de me faire une image de Thomas Sankara, j'ai vu le résultat, ça ressemble à tout sauf à Thomas Sankara, tu vois. Parce qu'ils sont pas encore, tu vois, il y a pas autant de contenu qu'il peut y avoir sur les plateformes américaines. Et c'est là où je pense que les sociétés qui font dans l'IA peuvent vraiment gagner quelque chose. Enfin, moi, par exemple, je travaille avec un partenaire qui s'est spécialisé depuis 1 an sur l'intelligence artificielle et qui maîtrise vraiment tous ces outils-là et qui maintenant vend ces services-là à des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, je le dis ici, mais je sais pas qui a besoin de l'entendre, mais si tu as besoin d'une idée de business, maîtrise l'IA et lance une agence dans l'IA, en fait. Dans tous les domaines, photos, vidéos, etc. Et propose ces services-là à des sociétés parce que ça va vraiment faciliter le travail à l'entreprise en question parce que tu as beaucoup de gens qui vont pas prendre le temps, beaucoup d'entreprises qui vont pas prendre le temps de se spécialiser dans ces domaines-là et qui ont besoin de pouvoir tout de suite implémenter ces outils-là à leur entreprise. Donc du coup, si toi t'es spécialisé là-dedans, tu peux devenir un prestataire hyper pertinent, tu vois. Ouais, totalement. Non, ça c'est une réalité. J'entends des jeunes parfois qui m'en parlent. Je sais pas s'ils ont trouvé leur client, mais il y a un vrai. Franchement, c'est top. Moi, je parle avec un partenaire qui fait ça et pour le coup, il a déjà facturé à des gros artistes, des trucs. Et je me suis dit, tiens, putain, c'est intéressant. Si j'avais pas d'idée à ce moment-là, j'aurais peut-être lancé ça. Je pense que t'as beaucoup d'idées. Ouais, on a déjà pas mal de choses. On va s'en servir. Mais aujourd'hui, alors, pour arriver vers la fin quand même, aujourd'hui, le nom de la boîte, c'est quoi? C'est Iconic? C'est Iconic. Ok. C'est quoi? T'as le média,
Après, tu as des activités de consulting. Voilà, en fait, là, très simplement, il y a la partie média que tout le monde connaît sur les réseaux et sur YouTube. Donc, création de contenu comme ça, vidéo, hip-hop, bref, tout ça, quoi. En parallèle de ça, ce qu'on est en train, notre gros focus cette année, c'est la partie vraiment un peu plus... c'est pas vraiment le terme exact, mais un peu incubateur de talent, c'est-à-dire développement, mentoring de talent, création de contenu, etc., et même artistique. Donc ça, c'est le truc sur lequel on est en train de travailler à fond, qu'on avait plus ou moins lancé dans le passé, mais c'est pas exactement la bonne itération du truc, donc on est en train d'améliorer des choses. Donc ça, c'est sur quoi on est en train de travailler. Donc pour l'instant, il y a vraiment 2 gros trucs. C'est le média et la partie hub, consulting, formation qu'on est en train de lancer avec... Et quand tu dis on, parce que tu dis on, mais c'est toi le fondateur, le CEO. Je suis le CEO, ouais. Le seul associé. Ouais, voilà. Après, tu as des équipes. Combien de personnes travaillent aujourd'hui pour toi? On va dire grossièrement, on est 5-6, tu vois. Ah, quand même. Donc, on va avoir la partie média, création de contenu qui va être là. Donc, création, tu vois, par exemple, les réseaux au quotidien, c'est pas moi qui les gère. Okay. Donc, c'est vraiment une personne qui est dédiée à ça, gérer les interviews sur les réseaux, faire les contenus, les capsules, etc. Donc, tout ça, ça va être une personne avec son équipe. Ok. Tu vois. Donc, ça va être, pour être plutôt en freelance, une agence, c'est ça? Là, pour l'instant, c'est que des gens qui sont à temps plein, mais qui sont en freelance, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ils ont la possibilité aussi de faire leur truc. Mais ils travaillent surtout avec moi. En permanence, on a des bureaux, enfin bref. L'idée, c'est de se dire que sur le freelance en question, enfin sur les freelances, sur le pôle en question, on va avoir à la fois sur ce pôle média, pour vraiment être très précis pour que les gens sachent, ceux qui font les recherches sur Iconic, ils auront les infos. On aura à la fois la partie média où on va faire du contenu, mais ça va être aussi la partie où on va avoir la relation avec les maisons de disques. Donc, quand les maisons de disques ont besoin de mettre en avant des artistes, quand ils ont besoin de faire des capsules ou parler des artistes et qu'il y a du budget ou pas, parce qu'on prend du budget auprès des maisons de disques, bien sûr, ça va être avec lui que ça va être géré. Ensuite, parce que toi, ça t'arrive. C'est les maisons de disques peuvent t'appeler et te dire voilà, là, c'est la promo de X, pas X dans ta chaîne, mais X. et faut que est-ce que tu peux nous proposer du contenu? Et puis ça aurait pu être X, hein, pour le coup, c'est US et on travaille avec les pôles inter et les pôles locaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, effectivement. Alors déjà une chose, les artistes dont on va parler sur le média, c'est des artistes qui de base c'est des artistes dont on parle. Donc c'est ceux pour lesquels on va faire de la promotion. Si c'est des artistes pour lesquels on ne parle pas, qui sont en développement artistique, ça va être des artistes qui au moins intéresseraient notre audience et qui nous plaisent. Tu vois. Alors des fois, nous on commence à prendre de l'âge et tout. Il y a des artistes, on va se dire ok, on va pas les juger. Ok. Moi j'ai 33, l'autre il a 32, il me dit ouais j'aime pas trop. Non. C'est aussi qu'est-ce que notre audience a tendance à apprécier et qu'est-ce qu'ils peuvent apprécier eux. Et ce qui est pro, tu vois. Et donc il va y avoir ce type d'artistes là. Souvent ces artistes en dev, effectivement il va y avoir du budget ici et là, mais c'est pas du budget pour faire des interviews. Ça va vraiment être des formats dédiés. Ouais, de la création de contenu. Voilà, de la création de contenu pure. Du storytelling. Voilà, exactement, tu vois. Après, sur des interviews, en général, ça se fait vraiment, c'est de la promo gratuite, tu vois. Ok. Et pour moi, tu fais pas beaucoup d'interviews. Non. C'est une faible partie de ton activité. Mais, sur notre compte Instagram, celui qui est suspendu en ce moment et qui va revenir en foulée. En fait, on n'en parle jamais. Même si on est KO, t'as pas pu en parler. Là, t'auras pas eu le temps d'en parler. Je suis encore en train de travailler, mais je vais faire une vidéo là-dessus. Ouais. Une vidéo YouTube où je vais raconter tout la journey de cette chaîne YouTube. C'est 200 000 personnes parties en fumée. Et même le deuxième compte Instagram a sauté à cause du premier. Mais voilà, t'es obligé de nous donner un peu de raison. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est copyright infringement, c'est droits d'auteur et tout. C'est pour ça que lorsque vous faites du contenu aujourd'hui sur les réseaux, c'est très important de se réapproprier le contenu et d'en faire un contenu original. Si tu prends une photo, le mieux c'est de pouvoir la transformer un maximum. Quand tu as un média. Parce que tu vas tomber sur des prédateurs, très souvent américains, qui vont tomber sur ton contenu et qui vont ensuite te bloquer, te tenir par les... Désolé, ça, le terme, mais tenir par les couilles. On a compris. Voilà, ça va te demander des grosses sommes. Mais... là, presque, t'as une demande de rançon, quoi. Presque. Non, mais on y est. Hein. On est clairement là-dessus. C'est ça l'histoire. On est clairement là-dessus. C'est pour ça que je suis en train de voir si je vais le récupérer ou pas. Et si je le récupère, j'ai besoin de sécuriser des choses avant. Parce que c'est pas, tu vois, je le connais pas finalement. Bah oui. C'est une boîte, hein, ils ont une adresse, tout, mais c'est très compliqué. Mais c'est des défis. C'est pour ça que créer un média, c'est très complexe. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Donc voilà. Ok. Donc pour revenir à ce que je disais,
Ouais, t'es en train d'expliquer donc les différentes activités. Vous êtes, il y a une personne qui est en charge de gérer avec les marques, avec les grands comptes, on va dire. Exactement. Ensuite, tu vas avoir un pôle qui est purement la prod, donc les montages des vidéos sur les réseaux et sur YouTube sur YouTube. Et c'est ça que je disais sur le précédent compte Instagram Iconic. Je sais pas si tu le suivais, mais on faisait beaucoup. On faisait quand même pas mal d'interviews d'artistes qui venaient et c'était du face caméra. Ok. Ou qui venaient et c'est pas des contenus où j'apparaissais. C'est des contenus comme ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire là d'ailleurs en ce moment. C'est un artiste qui va venir pour faire un contenu, pour être diffusé sur les réseaux, pour raconter son histoire, truc. D'accord. Donc ça c'est un aspect. Un peu Combini, des trucs comme ça. Ça va être sur la forme. Oui, voilà, on va dire ça. Ouais. Ok. Et ensuite on va avoir voilà, la partie commerciale, où c'est vraiment moi et une autre personne qui s'en chargeent. Passer les calls pour démarcher les marques. Ou les rendez-vous, les trucs, les présentations commerciales, les appels d'offres, tu vois, tous les trucs un peu comme ça. Est-ce que tu communiques sur ton chiffre d'affaires? Non, je sais que la question a été tendue. Non, mais je le disais, tu vois. Par contre, j'essaie de donner des infos sur ce que, par exemple, combien on faisait il y a 3 ans ou il y a 4 ans ou quoi. Non, mais tu vas se rendre compte un peu de la boîte que t'es devenu, en fait. Bah, c'est relativement petit, tu vois, comme j'ai des freelances et tout, c'est quelque chose qui reste petit, je trouve. Enfin, même en vrai, c'est petit. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, en 2021, j'essaie de communiquer à 3 ans à peu près, on était à 10K par mois. Ok. De revenus pour toi. De revenus entre 8 et 10. C'est-à-dire, c'était petit. Donc, après avoir payé tout le monde, on est d'accord, hein. Après avoir payé tout le monde, j'étais à 4. Ok. Tu vois. D'accord. Et encore, tu vois, parce que j'avais aussi, j'en parlais tout à l'heure, comme j'étais sur un format j'étais pas du tout informé, mais j'étais sur un format d'auto-entreprise. Donc, des fois, je me retrouvais un mois. Mais je te dis, 10, c'était en moyenne. Tu vois, donc je pouvais monter à 15, etc. Donc, tu vois, on était à peu près à ça. Maintenant, bon, c'est quand même un peu plus, quand même, tu vois. Mais ça fait combien de temps, en fait, ça fait combien de temps que t'as pas travaillé pour quelqu'un? Depuis le début. En fait, presque depuis le début. 2017, 2016. Ouais, 2017. Quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est aussi important de le dire, c'est que le format dans lequel j'ai commencé, c'était comme étant un indépendant. En fait, t'es un indépendant, tu ferais beaucoup d'argent à l'époque même. En réalité, parce que tu fais des partenariats, tu payes ton monteur au mois et finalement tu t'en sors. Par exemple, 2021, si j'avais juste mon compte perso Instagram et que j'avais mes vidéos YouTube et mes partenariats et mes trucs et mon business, je ferais, tu vois, 8 000 € par mois, finalement. Mais c'est parce que j'ai cette ambition de faire un média et donc, du coup, j'investis plus. C'est lourd, quand même. C'est lourd. C'est l'ambition dont on parlait de 2000. C'est que ça. C'est ça le sujet pour moi. Tu vois. C'est que ça. C'est l'ambition, c'est le long terme, c'est l'impact, c'est ce que tu peux donner. En fait, la vision de créer une structure. Parce que pour moi, en fait, tous les gens que je vois qui sont un peu en mode influenceur, c'est pas pérenne. Tu vois. C'est des choses, bon, aujourd'hui, t'as le vent en poupe, mais vu que t'as pas pensé à te structurer, le jour où t'as plus le vent en poupe et comme t'as tout misé sur toi, bah, ça y est, tu disparais, t'es mort, tu vois, voilà. Alors que toi, tu développes une expertise, finalement, qui va au-delà juste du fait d'apparaître. T'as une expertise métier, mais t'as l'expertise de manager, t'as l'expertise de vente, t'as l'expertise de tous ces trucs-là, qui font que tu crées une vraie boîte et t'as une expertise d'entrepreneur. Ouais, c'est très important, je pense, quand t'es créateur de contenu, et c'est bien de le noter. Quand tu regardes, par exemple, le compte Instagram en tant que tel, et c'était un bon exemple, ça existait mais on performait vraiment, tu vois. C'est 6 millions d'impressions par semaine, enfin, c'était des fois dingue, 200 commentaires, enfin, c'était vraiment la folie. Et j'apparaissais quasiment pas. Tu vois, l'idée, c'est de créer aussi une plateforme qui puisse vivre. Média, voilà, exactement. On a aussi une base email. La base email, certes, je vais faire des mails et des fois, je vais parler je vais parler de mon expérience, je vais parler de ce que je vis. Et les gens, du coup, vont répondre ou quoi. Mais on fait des mails, on va parler du marché de TikTok en France parce que la mailing list, ça va être très business, par contre. On est vraiment expertise business, tu vois. Spotify. Sur ta mailing list, Spotify, le marché international. Enfin, vraiment, on est là-dessus parce que c'est vraiment ciblé là-dessus, créateur de contenu et artistes. Et là, on a des taux d'ouverture de 50%. Ce qui est excellent. Ce qui est excellent, tu vois. Donc, on essaie vraiment de spécialiser et être bon sur tous ces aspects-là. C'est vrai que la boîte repose encore que sur moi, mais in fine, j'aimerais bien qu'elle puisse exister sans moi. Tu vois, même la partie coaching, c'est une partie où je suis avec, alors ça je t'ai pas dit, mais il y a aussi quelqu'un qui m'accompagne là-dessus et on est en train de le faire ensemble. D'accord. Et sur cette partie-là, à un moment donné, tu vois, sur les coachings, effectivement, je vais être là, mais je suis un peu partout, etc. Tu peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Donc l'idée, c'est que cette personne-là puisse m'accompagner uniquement sur cette partie-là, puisse accompagner
les talents et les aider à se développer, et ensuite qu'il y ait d'autres gens, et qu'à un moment donné, ce soit juste peut-être mon aura qui soit là, mon ombre, entre guillemets, mais que derrière, en fait, que je sois là ou pas là, mis à part être content de me voir et de parler un peu avec moi de ma dernière vidéo, ça n'a pas beaucoup d'importance. Toi, tu seras là pour l'expertise. Ouais, pour le service. C'est ça. Et sur ce sujet, hier, quelqu'un m'a appelé et me disait que lui, il voulait lancer un gros réseau et tout, mais qu'il voulait pas. Il disait que moi, tout reposait sur moi, et il me disait que lui, il voulait faire la même chose, mais sans que ça repose sur lui. Et il me dit, j'ai envie d'être comme Nestlé, j'ai envie d'être comme ceci. Il me citait plein de marques. Brand. Ouais, voilà. Personal brand versus business brand. Exactement. Mais après, pas encore été au téléphone, hein. J'ai dit, Nestlé existe depuis combien de temps? 1879 ou 1800 quelque chose. Il me donne une autre marque, 2-3 marques, on regarde, on voit, c'est des marques qui sont là depuis des centaines d'années, tu vois. Donc forcément, au bout d'un moment, tu disparais, mais au début, tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le projet. Et tu le disais tout à l'heure que l'importance du storytelling et que les gens, ils sont plus ancrés sur quelqu'un. Au début, tu es obligé de faire ça. Bien sûr. Tu vois. Mais il y a les seules marques qui s'installent vraiment sur le long terme avec une marque forte, mais c'est vraiment du long cours. C'est ça que je pense. Moi, je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu regardes, je sais pas moi, Michael Jordan avec les Jordan. Exactement. Et même d'ailleurs, je l'ai appris récemment, mais il y a une grande banque là qui a commencé comme ça. Ok. C'est-à-dire que à la base, c'était un expert dans la finance qui faisait une lettre toutes les semaines sur l'industrie, sur l'état du marché. Et du coup, c'était un influenceur à Wall Street à l'époque, sur son sujet. Et en fait, et ensuite la banque a pris son nom. Je vais pas dire de nom de banque ici parce que j'ai pas le nom et j'ai pas envie de dire de bêtises. On va vérifier. Peut-être que dans ton audience, JP Morgan. ça doit être JP Messi. Je pense que c'est ça. C'est la seule marque qui, à mon avis, c'est lui. ok. C'est sûr. Ok, JP Morgan. J'hésitais entre Goldman Sachs, mais c'est JP Morgan. Okay. Et en fait, même, tu vois, là, une banque s'est constituée comme ça. Bah tu regardes Walt Disney à l'époque, il faisait des vlogs. Bah oui. Non, il faisait des vlogs à la télé. Ok. Il racontait comment il est en train de bâtir un parc, comment on appelle ça, un parc d'attraction. Un parc d'attraction. Et c'était intéressant parce que c'est Balou qui me l'a expliqué à l'époque. Parce que lui s'intéresse beaucoup à Walt Disney, ce monde-là, ça l'intéresse beaucoup par rapport à ce qu'il a essayé de créer. Donc du coup, je me suis intéressé, je me suis rendu compte que beaucoup plus de gens qu'on le croit faisaient du personal branding. Et c'est une fois que la marque s'est installée qu'ensuite le créateur a pris du recul et a laissé il délègue, etc. Il réussit à faire vivre la chose. Non, je pense que notre génération, en fait, comme on n'a pas toujours le recul historique, on veut quelque chose en oubliant que certaines choses prennent énormément de temps. Tu vois. Même si on prend toi, ton cas, 2017-2024, ça fait 7 ans que t'es dessus. Donc forcément, aujourd'hui, t'as des résultats qu'un petit jeune qui commence à regarder, il dit 500K, moi aussi je vais faire, tu vois. Mais c'est pas aussi rapide que ça, en fait, tu vois. C'est compliqué. Toi, alors toi, par contre, t'as commencé rapidement à gagner de l'argent quand même avec ta chaîne, non? Comment ça se fait ça? Comment tu l'expliques? Je pense que en réalité, j'ai lancé mes vidéos, on va dire, ma première vidéo c'était fin 2016, mais vraiment quand j'ai été régulier, c'est à partir de mai 2016. Et t'avais du chômage à cette époque-là, c'est ça que tu disais? J'avais du chômage. Ah oui, voilà. Mais alors, entre 2016, c'est pour ça que je compte pas vraiment, mais entre 2016 et 2000 et le vrai moment où je lance les vidéos, je travaillais encore, j'avais encore des moyens. Donc c'est pour ça que j'ai sorti 2 vidéos qui avaient bien marché d'ailleurs. Mais tu dis, la première a fait 30 000 vues, c'est ça? La deuxième. Ok. La deuxième. D'accord. Ce qui est énorme quand même. Ce qui est énorme. Est-ce que avant c'était plus facile et tu exposais plus rapidement qu'aujourd'hui? Oui et non. Alors oui, parce que l'attention était portée sur YouTube à cette époque. C'est-à-dire que il y avait pas autant de réseaux, il y avait pas autant de créateurs de contenu, donc effectivement faire du contenu sur YouTube sur un sujet comme ça pouvait tout de suite marcher si c'était bien fait. Il y avait aussi moins d'acteurs. Mais il y avait moins d'informations sur comment se lancer et c'était plus difficile de se lancer par rapport à son entourage, comme je le disais, etc. Il y avait quelque chose de moins démocratisé qu'aujourd'hui. Mais tu pouvais faire du contenu plus court, moins travaillé et faire plus de vues parce que de toute façon, il y avait moins de gens. D'accord. Aujourd'hui, tu as besoin... Ok, tout le monde fait du contenu, mais il y a beaucoup plus de compétition. Il faut avoir plus de... Tu peux pas faire une vidéo sur Suprême comme je l'ai faite il y a plusieurs années comme aujourd'hui parce que moi, derrière, je vais te faire une vidéo sur Suprême où je vais tout détailler, je vais te faire un montage de fou. Limite, je vais aller dans le magasin Suprême et parler avec... j'ai bien le fondateur, tu vois. 16h35. Ok. Ça va? De toute façon, je savais que j'allais déborder. Je parle trop. On va laisser ça, mais bon. On essaie d'être transparent. J'ai pas envie de te prendre tout ton temps et te mettre en retard. Je sais que
je parle. C'est pas... Mais c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que j'entends des choses que j'ai pas entendues dans d'autres interviews. Donc ça m'intéresse d'autant plus. Mais parce que je me dis comme ça, les gens, au moins, ils pourront... Enfin, ceux qui me suivent pourront avoir des trucs différents. Mais le truc, c'est que du coup, tu vas avoir ce problème-là en 2024. Donc, tu dois faire plus. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, tu vas avoir TikTok. Où c'est plus facile. Tu vas prendre ton téléphone, tu peux filmer, raconter quelque chose comme ça, et tout de suite faire 50 000 likes et 300 000 vues, tu vois. Chose qui n'était pas possible à l'époque. TikTok a démocratisé les influenceurs, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Il y avait une question que tu m'as posée juste avant qui était intéressante. Toutes les questions étaient intéressantes. Oui, évidemment. non, mais au début, on parlait de où est-ce que t'en étais en termes de quelle structure t'as aujourd'hui. Et c'est là que t'as expliqué un peu le nom de ton équipe, tout ça. Ah oui, tu parlais du début. Voilà, tu parlais du début. En fait, oui, effectivement, le truc d'un créateur de contenu aujourd'hui, c'est qu'il va avoir, et tout le monde, et tu parlais, voilà, ton gars de personal brand, business brand, etc. Oui. Je pense que, en fait, c'est normal quand t'es surtout je pense qu'il est ta génération, sans indiscrétion. Ouais, non, il doit avoir ton âge, hein. Mon âge. Mon âge, on est de la même génération, mais oui, c'est notre génération. C'est les millennials, en vrai, tu vois. C'est ce truc encore de se dire, ouais, j'ai envie d'être derrière. Et moi, effectivement, quand je faisais du contenu au départ, je voulais être derrière. Et tu me demandais, tout me revient, c'est que, est-ce que j'ai pété très vite, mais en réalité, je faisais des articles et je faisais ce format-là à l'écrit depuis très longtemps. C'est vrai. Donc en fait, j'avais compris plus ou moins ce que mon audience attendait et quel sujet je pouvais aborder qui pouvait potentiellement être intéressant. C'est que t'avais pas une communauté que t'as amenée forcément sur YouTube, mais c'est que tu comprenais ta communauté déjà. Exactement. Ok, d'accord. C'est important. Exactement. Et je me disais, si je traite ces sujets-là et que j'y apporte ma touche, effectivement, je vais toucher plus de gens. Je vais toucher des gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Et j'ai été surpris. 30 000 likes, oui, 30 000 à la deuxième vidéo, tu vois. Ouais, non, c'est exceptionnel. 30 000, c'était le nombre de vues que je faisais sur un mois sur mon blog à l'époque. Ouais, tu vois. Donc, j'étais waouh, tu vois. Donc, ouais. Après, cette vidéo plus tard, j'ai fait 500 000 vues et là, c'était la folie, tu vois. Après, c'est ton industrie, t'es sur un sujet qui touche quand même pas mal de monde. C'est ça aussi tu le fais bien, tu touches du monde, donc forcément, ça peut que marcher, quoi. Merci beaucoup. Mais, tu sais ce que c'est quand tu commences, tu te dis toujours, est-ce que ça va fonctionner? Totalement. T'as juste la dalle et tu dis, il faut que je le fasse, faut que ça marche, mais tu sais pas. Je vois très bien. Ouais. Un sujet que je t'entends rarement aborder autrement que par tes origines, c'est l'Afrique. Nous, on considère que l'Afrique est le futur et que je pense que il y a plus beaucoup d'avenir en Occident, je pense. C'est quoi? Est-ce que tu as une vision par rapport à l'Afrique, par rapport à ton travail en Afrique ou avec l'Afrique ou au sujet de l'Afrique? C'est une bonne question, ça. Sur l'Afrique, en vrai, j'ai déjà une audience là-bas. Ok. Forte audience, tu vois. D'accord. Parce que forcément, ils ont un visage qui leur ressemble. Bien sûr. Donc, j'ai une audience au Sénégal, une grosse audience au Sénégal, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je crois Cameroun et Congo. Ok. Congo, parce que je le disais pas trop dans les vidéos, parce que bon, les Congolais, on est particulier. Comment ça? Bah, tu sais, dès que je dis que je suis congolais ou dès que j'ai dit un mot en lingala, je reçois maintenant des DM en lingala tous les jours, tu vois. Je me suis dit, ils doivent croire que je suis des abuseurs. Voilà, ouais, tu vois. Je me suis dit, ouais, ils doivent penser que je suis un genre de Gabonais, tu vois. Bon, je sais pas d'où il vient. D'accord. Mais le rap appartient aux Congolais, en tout cas le rap français maintenant, donc ce serait dommage de pas s'en servir. T'en as, ils voient ma tête, en vrai j'ai une tête de Z. Ben franchement, il y a pas beaucoup de doutes, tu vois. Ouais. Moi en tout cas je savais. Tu vois ma tête, gros front dur, enfin je ressemble à Lumumba, tu vois. Mais les gens, tu vois. Peut-être quelle tribu? Moulouba. Moulouba. Ouais, la première fois que je le dis dans un podcast, je suis Moulouba de Ici on pose toujours la question. Ah ouais, intéressant. Ouais, c'est important. Enfin bon, ça on pourra. Kevin, il est Moulouba. Oui, je sais, c'est pour ça. On est une tribu assez particulière. Ouais, mais bien présente, bien représentée, bien active. Je nous adore. On a un profil. Et ouais, non, en Afrique, oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Enfin, moi, en fait, j'y suis né. Je suis né à Kinshasa. Mais je suis pas resté très longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que l'idée de mon père, à la base, c'était de rester, parce que, opportunité, etc. Les choses passaient plutôt bien pour lui à ce moment-là. D'accord. Mais finalement, il a décidé de venir. Et en fait, le truc, c'est que j'ai envie d'y retourner et de faire les choses là-bas. Mais ça, c'est juste moi. C'est que j'ai pas envie d'arriver dans un truc où je débarque et direct j'ai une posture business. Ok. J'ai envie d'avoir une posture, tu donnes aux gens. Tu vois. Plus, les gars, j'essaye
de reconnecter avec vous. Ok. Tu vois, tu vas de temps en temps ou pas du tout? Non, mais ça va venir. Et quand je vais y aller, ce sera ça. Soit c'est du give back, soit c'est je connecte avec vous et je suis avec vous. Tu vois. C'est moi, hein, j'ai aucun problème avec ceux qui le font et c'est un moyen pour eux aussi de rester connecté au pays. Mais j'aime pas ce truc d'avoir tout de suite une vision business en mode ouais, moi je vais apporter quelque chose, j'ai quelque chose à faire. Je préfère arriver en mode humble parce que moi j'ai des cousines ou des cousins avec qui je suis en contact aujourd'hui et c'est des véritables talents. Moi j'ai des choses à apprendre auprès d'eux, tu vois, genre, ils sont vraiment très disciplinés, très carrés. Et j'aime pas trop cette vision d'aller là-bas en mode ouais, vous avez vu ce que j'ai fait en France, j'arrive, je vais vous sortir de quoi que ce soit. Moi je sais que j'ai des cousins qui sont extrêmement talentueux dans leur domaine et l'idée d'abord ça va être une idée de connexion, de lien, d'apprendre, tu vois, de reconnecter réellement. Une fois que tu as fait ce travail-là, à partir de là, il y aura quelque chose que je peux, moi, apporter. C'est moi, tu vois. Il n'y a pas de bonne manière à faire, mais c'est juste moi pour être à l'aise avec moi-même aussi. Parce que, enfin, tu vois, on a des parents très actifs. Il faut retourner. Il y a des choses à faire. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a plus rien ici. Il faut retourner faire des choses. Ils aiment trop dire ça. Mais faire des choses, mais il y a aussi des gens, tu vois. C'est vrai. Tu vois, c'est connecter avec les gens, leur parler. Tu vois, il y a des, enfin, tu vois, moi, j'ai un cousin, tu vois, j'ai vu son parcours jusqu'ici et ce qu'il a dû faire pour y arriver, tu vois. Aujourd'hui, il est ingénieur, etc. Enfin, moi, je suis inspiré. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ce truc-là aussi. Nous, en Europe, on devrait être plus inspirés par ce qu'ils font là-bas et par leur résilience, etc. Et ensuite, une fois qu'on a intégré ce truc-là et qu'on a appris à être un peu plus humble, à ce moment-là, on apporte quelque chose. Mais arriver avec ce truc de je suis pas toujours à l'aise avec la démarche, tu vois. Là, tu as parlé exactement comme Alexis Onestas, que tu connais. Okay. On a parlé d'Afrique, il a dit, mais presque mot pour mot ce que tu viens de dire. C'est vrai, vraiment. Je suis totalement d'accord avec lui. Et bon, je suis d'accord avec ça, effectivement. Mais pour moi, ça rentre aussi dans le business que, en vérité, si t'es un vrai entrepreneur, que t'es pas un colon, tu vois, un mental de colon, bah t'arrives et t'écoutes, en fait, tu vois. Attention, hein. Je pense même pas que les gens, quand ils y vont, forcément, c'est avec une mentale de colon. C'est pour ça que c'est important de le dire. D'accord. Je pense qu'il y a des gens, ils le font et ils ont une vraie connexion. Ils disent, et de toute façon, moi, je suis de là-bas. Je peux retourner, je peux apporter quelque chose, je le fais. Ouais. Tu vois. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord connaître les humains sur place. C'est juste ça. Mais c'est juste moi, tu vois. Après, effectivement, dans ceux qui retournent pour faire du business là-bas, il va y avoir une partie de gens qui vont avoir peut-être qui vont regarder de haut les gens qui sont sur place. Oui. Bah, il va y en avoir. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de trucs, je suis pas en train de dire. Moi, je trouve que c'est ça, tu vois. Voilà. Mais je trouve ça de toute façon bien d'avoir cette démarche de vouloir retourner et de vouloir faire des choses dans nos pays respectifs. Mais là, t'as pas encore de projet, c'est ça que tu veux dire. C'est que, non. Voilà, il faut que t'ailles voir, que t'ailles découvrir, tu t'imprègnes du truc. Bah, idéalement, je sais que, tu vois, le monde de l'entertainment, c'est quelque chose que je touche bien. Le côté de l'éducation, un peu, je sais aussi maîtriser ça et je sais que je peux apporter des choses à ce niveau-là. Maintenant, sur place, si ça se trouve, je vais me rendre compte que, l'agroalimentaire, ça me passionne de fou, finalement, et j'ai envie de faire quelque chose là-dessus. Ou tu sais quoi, même le tourisme. Tu vois, j'ai été il y a quelques années à un mariage à Madagascar. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Nosibé. Et j'ai été inspiré parce que j'ai vu, tu vois. C'est super. Enfin, cette île, elle est vraiment touristique et tout. Bon, alors il y a des choses qui s'y passent qui sont pas top. Beaucoup de gens qui viennent pour du tourisme, tu vois. Mais en dehors de ça, t'as des super hôtels où tu vois, t'as des gens qui viennent et qui profitent du lieu et tout. Et je me dis, tiens, tu vois, le tourisme, ça peut être intéressant. Tu vois, le Congo est grand, il y a tellement de choses à faire découvrir. Et je trouve que même en termes de promo, il doit y avoir des choses, mais pas énormément. Tu vois, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et je sais que ça, c'est un truc qui m'intéresserait potentiellement, tu vois. Je me dis que faire quelque chose plus lié au tourisme, ça pourrait être intéressant. Mais voilà. Et c'est surprenant parce que tu vois, quand tu vois le Congo, notamment en termes artistiques, enfin le génie artistique, je crois que c'est Booba qui disait tous les Congolais, ils ont le sens de la mélo, c'est presque de la sorcellerie, tu vois. C'est incroyable. Mais parce que quand tu parles avec des Congolais, tu vois que la plupart, ils ont ce truc-là culturel. Je crois que c'est lié aussi je crois que Mobutu, à un moment, avait dit, il faut qu'on soit fort dans la musique et il avait voulu lancer quelque chose. Mais donc, on pourrait dire que toi, t'es encore plus pertinent d'aller là-bas parce que ton industrie, en fait, elle performe là-bas, quoi. Ouais, carrément. Faire des trucs comme ça, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que je me ferme pas la porte là-dessus. Mais je sais pas. Je me dis que, tu vois, l'industrie de la musique, effectivement, tu peux faire sortir un ou deux talents.
Tu vois, j'ai fait un truc qui peut-être potentiellement... Après, moi, je suis fleur bleue là-dessus. Je suis peut-être encore un peu trop idéaliste. Vraiment, là, je te dis ça, dans 5 ans, je reviens, je te dis, ouais, non, en fait... Il y a du business. Je suis allé, mon gars, j'ai ouvert ma structure, j'ai posé des caméras. Parce que moi, je suis comme ça, hein. Je suis un côté très... comment dire ça très... je sais pas, fleur bleue ou truc. Oui, mais non, mais les gens et tout. Idéaliste. Idéaliste. Okay, tu vois, j'ai un côté très pragmatique des fois avec le business. Fais des vidéos clickbait, ça marche, tu vois, j'ai ce truc-là. Mais j'ai aussi ce truc-là de me dire, quand ça touche aux humains, en plus, tu vois, les pays, tu vois, c'est un truc très émotif, tu vois. Donc, j'ai ce truc-là. Mais ça se trouve, je vais redescendre sur Terre. Le premier voyage l'année prochaine, c'est sûr, j'y vais. Et là, je me rends compte de la réalité du marché, de ce qui se passe, des gens qui sont déjà sur place, qui sont déjà en train de faire énormément de cash. Je me dis, ouais, mais attends, ils font du cash, c'est pas normal. Je sais que là, on peut faire mieux, etc. Et là, je débarque et je fais quelque chose. Mais là, tout de suite, c'est vrai que je suis pas retourné, j'ai ce truc-là, tu vois. Bon, on verra. On aura l'occasion d'en reparler si tu as l'occasion d'y aller. On en reparlera. Autre question assez sur la fin, c'est celle des habitudes. Est-ce que tu as mis en place des habitudes dans ton business que tu as considéré comme étant game changer? Tu vois, des habitudes. Alors, c'est plus des disciplines. Ouais. En fait, le truc, c'est que initialement, j'ai toujours essayé de prendre des bureaux. J'ai toujours voulu dissocier la partie travail et la partie perso. Donc ça, c'est... Et j'aime bien l'idée de me rendre au bureau, tu vois. J'ai pas ce problème-là. Il y a des entrepreneurs qui disent non, mais moi, je préfère être partout, etc. Moi, j'aime bien avoir des habitudes. C'est juste que je vais être capable de casser ces habitudes quand j'ai envie de les casser. Mais j'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée d'avoir des réunions, des trucs tout basiques, hein, mais des réunions d'équipe. Ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, etc. Ok, alors la facturation, c'est réglé. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est des choses qui font que ça donne une espèce de structure à ta semaine. Même sur la création de contenu, tu sais que t'as ta plateforme Slack, t'as tes discussions, tu vas pouvoir faire tes petits messages, dire tes choses, t'as l'habitude de faire les choses de la même manière. On est des animaux d'habitude, donc moi, mettre des habitudes comme ça, c'est déjà ça. T'aimes bien, ok. Voilà, après, globalement, j'ai pas d'habitudes comme ça qui me viennent en tête qui sont hyper différentes, on va dire, de ce que les gens peuvent faire. Et est-ce que tu t'es formé là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, tu gères une équipe. Est-ce que tu as eu besoin de te former sur cette gestion d'équipe-là? Non, pas du tout. Non. Alors, je me suis auto-formé pendant longtemps parce que quand j'avais le site internet, en fait, je gérais déjà une équipe et des interviews, des trucs et tout. Donc, j'ai quand même un avantage de base, c'est que j'ai toujours su fédérer. Ça, c'est peut-être un truc qui est né en moi ou quoi, j'arrive à fédérer des gens, etc. Et donc, à 20 ans, j'avais déjà une équipe de 5, 6, 7 personnes qui écrivaient, qui allaient faire les interviews des artistes. Un artiste qui arrive à Universal. En fait, toi, t'as toujours été un mec des médias. Enfin, t'as toujours eu et géré un média. J'ai plus ou moins toujours fait ça, c'est vrai. Et, mais j'ai toujours été un peu dans le business aussi. J'ai toujours été un peu dans tout ce que je fais là. D'accord. Et donc, j'avais ce truc-là. Au début, c'était dur, mais à force de le faire, quand t'as des bureaux, quand t'as des résultats, bah, tu te confirmes, puis à l'âge, etc. Donc, je me suis beaucoup formé seul. L'aspect commercial, je me suis formé clairement au travail. Et tu vois, t'as été bizdev. Voilà, j'étais bizdev, donc tu vois, approcher une entreprise, lui parler, etc. Voilà. Et même l'écriture, c'est à force d'écrire. Donc j'ai fait beaucoup d'autodidaxie. Je sais pas si ça se dit ça. Non, mais en tout cas, je connais pas, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Mais j'ai beaucoup appris seul. Ok, d'accord. Ok, super. Dernière question, après je te relâche. On a parlé pendant, je pense, une bonne heure et demie, un petit peu plus. Notre audience, c'est la jeunesse noire de la diaspora qui veut entreprendre ou qui entreprend. Qu'est-ce que tu veux que ces gens retiennent absolument de ce temps qu'on a passé là à discuter? Quelle bouteille à la mer tu veux leur laisser? Je pense que... je pense qu'on est dans l'époque où ça a jamais été aussi facile d'entreprendre. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Je pense que c'est ça, tu vois. Je pense qu'il y a jamais eu de période dans l'histoire où les choses sont juste... Enfin, il y a toujours eu des moments où il va y avoir un truc qui va changer, ça va être plus compliqué parce que l'intelligence artificielle, parce que la guerre, parce que quelque chose. Et là, on est dans une fenêtre de notre histoire où ça n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à l'information, de lancer une entreprise. C'est facile de contacter une entreprise pour t'aider à faire la structuration de la boîte. C'est facile d'avoir accès à l'information avec ton podcast. Donc, je pense que si tu veux entreprendre, c'est le moment ou jamais parce que c'est la période la plus simple. Ce sera peut-être pas le cas dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Peut-être que ce sera encore le cas dans 10 ans. Peut-être que ce sera plus simple dans 10 ans. Mais en tout cas,
là, actuellement, il y a tous les éléments, tout est réuni pour pouvoir se lancer. Aussi, deuxième chose, les résultats n'arrivent pas comme ça. C'est-à-dire que si tu es une startup, par exemple, et que tu as levé des fonds et que je sais pas moi, on a tous, enfin surtout vous avez ça, mais moi j'ai aussi dans mon entourage des gens qui ont levé un peu de fonds. Ils ont une entreprise, 5 ans d'activité, ils sont toujours pas rentables, mais la boîte est toujours là, etc. Donc faut pas se dire, ok, je lance mon entreprise, je vais tout de suite devenir millionnaire. C'est un travail sur le long terme, c'est un marathon, comme dirait Nipsey Hussle. Tu vois. Donc c'est très important de voir les choses sur le long terme et pas sur le court terme. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de gagner de l'argent au début, mais pour exploser, genre faire 1 million, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Okay. On est déjà dans les 6 chiffres, c'est bien, on est là, on dit, bon, on va continuer à se bagarrer, mais c'est un travail sur le long terme, c'est réfléchir, etc. Il n'y a pas de business facile, je pense. Tu vois, il y a toujours des vraies merdes que tu vas rencontrer à un moment donné, que ce soit comme le copyright infringement dans mon cas, tu vois, ou autre chose. Mais tu vas toujours rencontrer à un moment donné des couilles et c'est bien d'être un peu idéaliste au début aussi. Ouais. C'est bien d'être naïf. Je trouve que c'est super important parce que sinon il y a plein de choses que tu ferais pas. Il y a plein de choses que tu vas pas faire. Il faut être naïf. Il faut se dire ah non mais c'est bien d'avoir ce truc là, mais très vite lorsque tu te lances, tu vas commencer à te rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu et c'est ok que ce soit compliqué. Il faut juste maintenant avoir de la résilience, etc. S'inspirer, parler à d'autres entrepreneurs, etc. Ok. Dernière question, excuse-moi que j'ai oublié. Qu'est-ce qu'un réseau comme Black Network, un réseau d'affaires composé de personnes exclusivement de la diaspora, de la communauté, qu'est-ce qu'un réseau comme Black Network peut t'apporter à toi? Je sais pas, déjà cette interview, c'est très bien. Moi, j'aime bien être là, c'est cool. C'est déjà ça, mais... C'est déjà ça, et faire ta connaissance. Après, je pense que c'est important globalement dans l'idée du network, et je m'en suis rendu compte en parlant à des gens dans d'autres communautés, tu vois. En fait, l'importance du network, c'est central. Et j'ai une amie qui a ouvert un restaurant chinois, donc tu peux te douter de la communauté, tu sais. Je fêtais mon anniversaire, je pense pas qu'elle va regarder, mais on sait jamais. Mais je fêtais mon anniversaire en décembre 2022. Ouais. Elle est passée à la maison avec son copain qui est ivoirien, français ivoirien. Ok. Et on rigole. Bon, bref, elle avait lancé une marque, elle est dans la mode à la base. Très pointilleuse, etc. Elle sait que j'aime la mode, bref. Et on parle, etc. Elle me dit, bon, développer une marque comme la nôtre, on a vraiment des prérequis complexes, on a vraiment même une stratégie très complexe, on est élitiste. Donc pour développer cette marque et pour que ça nous rapporte de l'argent, ça va nous demander beaucoup de temps. Donc il faut que je lance un business rapidement et j'ai cette idée de restaurant que j'ai envie de lancer. Je pense que je lancerai dans 6 mois à peu près. J'ai commencé à travailler dessus depuis 2 mois à peu près. Tu vois. Elle me dit ça et je fais ah ok cool. C'est cool et tout. Ouais, ça va être un concept autour des raviolis. Il y a vraiment une nouvelle expertise autour des raviolis. J'ai vraiment envie d'apporter ça. Je fais OK. Et je fais là, je commence à discuter dans mon entourage et on m'a parlé d'un local à côté de la rue Montorgueil. D'accord. Là, ceux qui connaissent pas, c'est des bons coins de Paris, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et je me dis OK. Et on réfléchit un peu. On me dit ouais, je pense que d'ici 6 mois, ça va être lancé. Et je me dis, ok, très bien, ça va être lancé, etc. Et c'est des gens que je vois régulièrement, enfin, c'est des gens proches, tu vois. J'ai mangé chez eux le week-end dernier, tu vois. Et on parle, on rigole, je suis avec son gars. Et là, un mois avant, il m'envoie un message, il dit, ouais, gros, le restaurant, là, il faut que tu viennes à l'avant-première et tout, il faut que tu regardes, etc. Et je vais dans le restaurant, mais je suis sur le cul. Elle, c'est pas un big deal. Tu vois, elle, j'ai travaillé, c'est une fille très sérieuse de base. Donc, elle a fait son truc. Elle a exécuté le plan. C'était rapide. Et elle m'explique, elle me dit, ouais, alors tout ça, ça vient de Chine, ça vient de ça, ça vient de ça. Le restaurateur, il vient du pays. Et en plus, elle me raconte les histoires derrière les restaurateurs. Et c'est ça qu'on sait pas. Ouais. C'est que les restaurateurs derrière, des fois, ils ont des histoires de fous en Chine. Ils peuvent plus retourner en Chine pour X ou Y raison. Enfin, ils viennent de milieux mafieux. Bref, il me fait en plus le storytelling du truc. Tu vois, c'est incroyable. Et son mec qui est à côté, qui est dans le monde du rap, de la mode, qui me dit, t'as vu la déco, c'est Wu-Tang, on a inspiré, tout ça. Et en fait, ils arrivent avec ce concept et l'exécution a été rapide. Et pourquoi elle a été rapide? Parce qu'elle a un réseau. De Chinois. Je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse te faire. C'est qu'on a besoin aussi de réseaux comme ça dans la communauté noire pour nous permettre d'avancer vite sur des projets, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour l'exécution d'un projet, les connaissances et autres. Ok.
C'est noté. Putain, j'ai fait du sales, là. C'est parfait. C'est le but de cette question, on peut dire. Je sais ce que tu as fait. J'ai pas de problème si tu me dis ça à la fin de l'interview, tu t'es intéressé à moi, donc je te vends, tu vois. Non, mais c'est le but de la question. On voit. Et même pour nous aussi, si on entend, on se dit, bon, ben voilà, on pourra faire ça, ça, ça et ça, tu vois. Qu'on puisse avoir des pistes, tu vois. Mais je trouve que c'est important d'avoir des réseaux comme cela. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Chris, pour ce temps, pour ton temps. Excuse-nous d'avoir dépassé un peu ton rendez-vous par rapport à ton rendez-vous d'après, mais j'espère que tu vas pouvoir rattraper tout ça. Ouais. Et tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre interview avec quelqu'un qui, je sais déjà, est aussi inspirant que l'aura été Chris. Suivez-nous, cliquez, abonnez-vous, tapez sur la cloche, tous ces trucs de youtubeurs là que vous connaissez, partagez, bon voilà, vous connaissez tout. Abonnez-vous, voilà. Tu vois, il connaît très bien, j'avais oublié. Et on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.